Sciences Po. Tout d'abord, merci beaucoup d'être là. On est ravis de vous accueillir pour cette table ronde organisée autour de l'engagement des jeunes. Je me présente, je suis Fabrice Rousselot, le directeur de la rédaction de The Conversation France. Pour ceux qui ne connaissent pas le média The Conversation France, c'est un média un peu différent puisqu'on travaille à partir d'un modèle de collaboration entre chercheurs et journalistes avec l'ambition d'essayer de décrypter un petit peu les grands enjeux et de se baser sur l'expertise. Et c'est vrai que c'est pas un vain mot dans un cadre aujourd'hui médiatique où la désinformation est galopante et il y a d'autres défis encore une fois. Et c'est bien pour ça que The Conversation France s'est intéressé évidemment aussi au public plus jeune, parce que dans notre démarche d'essayer d'informer mieux et d'informer en prenant du temps, en réfléchissant, évidemment les jeunes sont très importants. Et donc nous avons réalisé notre première étude sur l'engagement des jeunes grâce au cabinet d'études Georges qui va vous présenter cette enquête exclusive qui comporte des surprises, il faut bien le dire. Je fais un bon teasing. Donc il y a des surprises, il y a des choses qui sont un peu étonnantes et ça nous a vraiment interpellés, ça nous a permis aussi de réfléchir et de faire travailler nos chercheurs. Donc on a des chercheurs et des chercheuses qui ont réagi à cette enquête et qui ont travaillé sur cette enquête. Et puis la soirée va s'organiser de façon très simple. Il y aura une discussion avec des chercheurs, des chercheuses, mais aussi des étudiants, des étudiantes. Et on remercie évidemment Sciences Po, la Maison de la Conversation et tous nos partenaires pour ce bel événement. L'idée, c'est vraiment que la discussion soit dynamique, donc elle sera ouverte évidemment au public et aux échanges, et plus d'interactions il y a, mieux ce sera. Voilà, je me tais, je laisse la parole à Dominique Lévy-Édouard Serre du cabinet Georges, qui est un nouveau cabinet, peut-être en dire deux mots, et qui ont réalisé cette étude pour nous. Je vous laisse donner toute à la fois méthodologie et puis les surprises. À vous. On va essayer. Alors c'est une nouvelle entreprise, mais nous ne sommes pas des gens nouveaux. Édouard et moi-même avons déjà eu l'occasion de faire quelques études par le passé, mais ça n'est pas le sujet. Donc on est très content d'avoir eu l'occasion de faire ce travail. Je vous en dis un mot méthodologiquement. On a interrogé 1000 jeunes de 18 à 24 ans. On a fait ça dans le courant du mois de novembre et on l'a fait en ligne. Il y a dans la salle des gens qui pourraient avoir été interrogés. Normalement, vous allez un peu vous reconnaître, pas complètement. Rappelez-vous qu'aucun de nous n'est représentatif de rien. Et avant de nous jeter des tomates, posez des questions. On va vous présenter un extrait des résultats pendant environ 15 minutes. Si vous voulez découvrir l'intégralité de l'enquête, elle est... Dominique, il faut s'approcher un peu plus du micro. Si vous voulez découvrir l'intégralité de l'enquête, elle est disponible sur le site de The Conversation. Et nous, on va vous en livrer les principaux enseignements ou peut-être les principales surprises, avec un fil conducteur qui nous a paru au fil de l'analyse assez structurant, qui est finalement ce qui caractérise cette jeunesse. C'est pas tellement comme on peut l'avoir entendu parfois, des inquiétudes ou des grandes ruptures. C'est surtout, dans tous les domaines, une recherche assez permanente de l'articulation entre le privé et le public. Qu'il s'agisse, nous allons le voir, du travail, de l'engagement, de l'épanouissement. Il y a quelque chose qui est à la fois dans... la sphère de la plus grande proximité et de la plus grande intimité, et aussi un intérêt, une sensibilité à des choses qui sont davantage de l'ordre de l'intérêt collectif. Je te laisse commencer. Oui, j'ai la chance de commencer avec un mot qui va vous parler, sans doute, s'il apparaît. C'est celui-là. Alors, pour voir si vous êtes bien avec nous, et on va tout de suite voir, ceux qui ont plus de 25 ans ne peuvent pas répondre. Dans la salle, lève la main ceux qui diraient qu'ils sont aujourd'hui heureux. Très ou plutôt. 25 ans, s'abstenir. Plus de 25 ans s'abstenir. Ça veut dire que les autres se posent des questions. Eh bien, on est une minorité. Eh bien, c'est une des premières surprises de l'enquête. Parce que lorsqu'on interroge les jeunes, dont on dit souvent qu'ils sont blasés, si on veut utiliser ce mot-là, ou en tout cas qu'ils sont fatigués, qu'il y a un certain nombre d'éléments avec lesquels ils prennent beaucoup de distance, on s'est posé la question tout simplement de savoir est-ce qu'ils sont heureux. Est-ce que vous êtes heureux si vous êtes dans la catégorie des moins de 25 ans. C'est le premier élément de surprise parce que dans cette enquête, on a pas loin des 2/3 de ceux qui nous ont répondu qui disent être heureux. Alors bien sûr, ils sont heureux, on va dire modérément, en tout cas avec une intensité qu'il convient effectivement de nuancer, en tout cas de préciser. Seuls 15%, et je vais prendre, puisque la proportion n'était pas du tout celle de 64%, mais il y a des timides, et vous vous étiez caché derrière le fauteuil de votre voisin, mais 15% uniquement de
très heureux. Mais quand même, malgré tout, c'est peut-être une première surprise. On dit en général que cette génération a un peu de mal, qu'elle est en difficulté, et finalement qu'elle a du mal à se projeter dans l'avenir. On va voir que ça n'est pas toujours le cas. Et c'est vrai que ce premier élément, dans lequel vous vous retrouvez ou pas, dit que, pas loin, encore une fois, des 2/3 de ces jeunes sont heureux. Le bonheur, c'est dans l'instant. C'est la question qu'on leur a posée. Est-ce qu'actuellement, vous êtes heureux ? Mais on a besoin de savoir un peu sur quoi s'appuie ce bonheur. Quels sont les éléments qui les rendent très heureux ? Ici, vous avez les éléments, on a uniquement présenté les éléments sur le très heureux, les éléments les plus impactants sur le bonheur. C'est peut-être une deuxième surprise parce que le bonheur, chez ces jeunes, c'est d'abord des éléments de proximité. C'est des éléments relatifs à la famille, à leur famille, aux amis, et puis ensuite aux loisirs, aux vacances. Vous voyez que ces éléments sont largement plus mis en avant lorsqu'il s'agit de dire ce qui est très important dans le fait d'être heureux ou pas, que l'argent dont on dispose, le travail ou les études. Alors on est dans un lieu où les études devraient effectivement être un élément fort de participation au bonheur, mais ce n'est pas vraiment le cas. Plus que la vie sexuelle ou l'apparence physique. On voit encore une fois qu'on est sur une forme d'intimité ou en tout cas de proximité qui détermine, dans ce qu'ils nous ont dit, les éléments relatifs à ce bonheur. Bonheur instantané, bonheur dans l'instant, tel qu'on a posé la question, mais aussi une autre forme de bonheur, c'est la capacité à se projeter demain. C'est l'optimisme. Est-ce qu'on est capable de dire que demain sera bien ou sera compliqué ? Vous avez tous, vraisemblablement, si vous suivez un peu l'état de l'opinion, en tête le fait que lorsqu'on interroge les Français dans leur ensemble, leur capacité à pouvoir se projeter demain positivement est quelque chose qui est difficile. Ici, on est de nouveau, même dans une proportion un peu plus importante que ce qu'on a mesuré pour le bonheur, avec, en pensant à leur vie future, 71% des jeunes, 7 jeunes sur 10 nous disent ça devrait plutôt bien se passer. Très ou assez optimiste. Encore une fois, la proportion entre le très et le assez optimiste est en faveur du assez optimiste. On a quand même 20% qui ne savent pas exactement. Mais vous voyez, le ratio entre ceux qui disent oui, je suis optimiste et ceux qui disent je ne le suis pas est très favorable. Tout à l'heure, sur le bonheur, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui était derrière le bonheur. Sur l'optimisme, on n'a pas posé la question comme ça. On a essayé de savoir quel était un des éléments fondamentaux. Je vous parlais de l'ensemble des Français. L'ensemble des Français, et on sait que les Français sont un peu grognons, ont une caractéristique dans toutes les enquêtes, les grandes enquêtes. Ceux qui suivent encore une fois l'opinion savent que, par exemple, dans les enquêtes de l'Eurobaromètre, les Français apparaissent toujours comme ceux étant le plus rétifs à dire que la génération d'après vivra mieux que la génération actuelle. Est-ce que c'est la même chose chez les jeunes ? Non. Et là, c'est vraiment surprenant. Encore une fois, un élément surprenant. Lorsqu'on est jeune, on a tendance à considérer, et on va en dessiner un peu les contours de ce bonheur actuel et de ce bonheur projeté, on a 48%, 1 sur 2, qui nous dit « je devrais vivre mieux que mes parents ». Là aussi, c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on entend, parce que justement, lorsqu'on interroge les adultes disent « franchement, j'ai peur que la génération d'après, étant des proportions inverses à celles qu'on voit là, la génération d'après, ce sera compliqué ». On va voir et on va essayer de voir comment il se construit ce bonheur. Et seulement 13% disent « je vivrai effectivement moins bien ». Encore une fois, complètement en opposition avec l'image que peuvent en avoir et peut-être leur renvoyer d'ailleurs les générations qui parlent d'eux, ceux qui ne sont pas dans cette jeunesse-là. On parle de jeunes depuis tout à l'heure et la question, on l'a aussi voulu la poser de manière très simple, est-ce qu'ils se sentent adultes ? En essayant de dessiner les contours de ce que c'est qu'être adulte. 86%, la question ne se pose même pas. D'ailleurs, quand on leur pose la question à quel âge on est adulte, on ne l'a pas présenté ici, mais la majorité nous dit que ce n'est pas une question d'âge. 86% disent oui, je suis adulte. Alors ils sont un tout petit peu plus nombreux lorsqu'on va plus vers le 25 ans que ceux vers le 18 ans, mais quand même 86%, c'est massif. D'ailleurs, quand on leur demande et est-ce que la société, est-ce que vos amis, est-ce que vos parents vous considèrent comme des adultes ? Alors un peu moins les parents, parce qu'il y a encore un rapport qui est un peu difficile. Mais en tout cas, ils disent tous très largement que oui, ces différents éléments les considèrent également comme des adultes. C'est quoi être adulte alors ? Comment est-ce qu'eux se considèrent comme adultes ? C'est d'abord de l'autonomie. Une autonomie financière, une profession stable, avoir un élément de stabilité. Alors ce n'est pas forcément pour gagner de l'argent, ce n'est pas forcément ce qu'il y a derrière, mais c'est en tout cas trouver les éléments d'une stabilité. Ce qui est intéressant, et c'est noté dans le titre, vous le voyez là, c'est des éléments qui nous semblent très ancrés, très les pieds sur terre. Stabilité, autonomie, indépendance.
beaucoup plus que peut-être qu'un adulte dirait. Quand est-ce que vous êtes devenu adulte? C'est-à-dire à travers des éléments liés à leur vie, c'est-à-dire avoir vécu un deuil, une rupture, un enfant. On aurait pu penser qu'eux aussi, mais non, pas du tout. Ils s'ancrent, effectivement. Le fait d'être adulte, c'est s'ancrer à travers ces différents éléments-là. Alors assez logiquement, on peut penser que le travail joue un rôle important à la fois dans l'épanouissement, dans le sentiment de maturité. Et là aussi, il y a beaucoup d'idées reçues, puisque vous avez sans doute déjà entendu dire que la nouvelle génération, vous le savez, ne veut pas travailler. Bon. Alors d'abord, c'est faux, toutes les enquêtes le montrent. Hein. Si quelqu'un vous dit que vous êtes flemmard, vous pouvez nous citer. Mais surtout, le travail reste un élément important et c'est un élément qui suscite énormément d'attentes, d'aspirations et, j'allais dire, d'exigences. En effet, quand on leur demande qu'est-ce qui est très important pour eux dans la façon dont ils évaluent un travail, leur travail, vous voyez, c'est la première chose qui saute aux yeux quand on voit ce graphique, qu'un grand nombre de choses sont très importantes. Et la première chose la plus importante, finalement, c'est d'y être bien relationnellement à un niveau équivalent avec la rémunération et les avantages matériels. La troisième chose, c'est le temps libre. Et ça, c'est quelque chose qui différencie pas mal encore cette génération des suivantes, cette recherche que j'évoquais en introduction, un peu permanente d'un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Je me dois d'ajouter que sur cette question, il y a des différences assez significatives entre ceux qui se déclarent femmes et ceux qui se déclarent hommes, et qu'on retrouve dans cette génération, j'en suis un peu étonnée parfois, exactement les mêmes différences que dans les générations plus âgées. C'est-à-dire que les femmes vont survaloriser la capacité à avoir un équilibre vie privée-vie professionnelle, le confort relationnel, l'utilité sociale. Les hommes vont survaloriser la rémunération, la possibilité d'avoir de l'avancement, en gros tout ce qui ressort des critères les plus classiques de la réussite. Donc il reste, y compris à l'intérieur de cette génération la plus jeune, un certain nombre de poncif, si je puis dire, sur le rapport au travail. Mais là, vous voyez que surtout, ce qu'on voit, c'est que énormément de choses sont importantes. C'est pour ça qu'on a appelé ça le travail évalué sur toutes les coutures. Le rapport au travail a changé, non pas dans l'envie ou la non-envie de travailler, mais dans le fait qu'on a un regard plus critique sur le travail. Probablement, cette génération est-elle plus prévenue, et le bruit ambiant peut l'expliquer, des aspects éventuellement négatifs, voire, pour employer un mot à la mode, toxiques du travail. Pour autant, ils sont plutôt contents, ceux qui travaillent, là on a posé la question aux actifs, de leur activité actuelle. Et ce qui les en rend satisfaits, c'est d'abord le fait que ça contribue à leur enrichissement personnel, que ça leur donne le sentiment de pouvoir continuer à apprendre, que ça les intéresse. Le point négatif, c'est que ça demande des efforts. Alors on pourrait s'arrêter là et dire que cette balance entre le fait d'apprendre et le fait de faire des efforts amènerait à penser qu'effectivement c'est une génération qui n'a pas envie d'investir beaucoup d'elle-même, mais pour le coup, ils sont 37% à considérer que ça demande des efforts. Donc je pense qu'on est bien sûr une attente d'enrichissement à la fois émotionnel, relationnel et personnel. Le travail, c'est un pied dans la sphère publique, et on parle souvent aussi, en parlant de cette génération, de son côté sensible, des choses qui lui tiennent à cœur. La première chose qui nous a frappé, c'est que nous avons demandé à l'ensemble des gens qui ont été interrogés ce qui peut permettre de comprendre qui ils sont. Alors c'est toujours une question délicate, y compris à formuler. Qu'est-ce qui est votre identité? Comment on peut comprendre qui vous êtes? Donc vous voyez la façon dont on a formulé la question. Est-ce que chacune des choses suivantes est très importante, pas importante pour comprendre qui vous êtes? Vous pouvez constater par vous-même que des choses qui sembleraient a priori extrêmement prédominantes, comme le genre, l'orientation sexuelle, l'âge, la condition socio-professionnels des parents ou le milieu ne le sont pas, et que ce qui vient en premier, finalement, c'est davantage des choses qu'on choisit, des choses qui nous définissent parce que nous les construisons et qu'elles nous construisent. La première chose citée, c'est les causes qui leur tiennent à cœur. Donc quand on va parler de communauté, de gens comme nous, qui est une phrase qui revient souvent quand on fait aussi des études qualitatives auprès de cette cible-là, les gens comme nous, ce sont les gens qui ont les mêmes sensibilités, qui défendent les mêmes causes. Et donc c'est plus autour de ça que s'opère la reconnaissance mutuelle, que s'opère le sentiment d'appartenance, que autour de caractéristiques qui sont plus objectives. Sachant que là, évidemment, on est sur la moyenne des jeunes. On a à peu près 30% des jeunes, par exemple, dans l'échantillon qui ne se déclarent, on va dire, non hétérosexuels. Là, on proposait tout le spectre des LGBTQ, etc. Et évidemment, pour cela, leur orientation sexuelle, par exemple, prend beaucoup plus d'importance.
La santé physique ou mentale, qui est une chose et qui est également très souvent mentionnée quand on parle de cette génération, est extrêmement importante. Le fait d'être en bonne santé ou le fait d'être en mauvaise santé, de souffrir notamment d'un trouble de santé mentale, est également quelque chose qui définit. Mais vous voyez qu'on est là dans quelque chose qui va articuler dès le début des éléments qui sont des éléments de projection publique, les causes qui me tiennent à cœur, ce dans quoi je m'engage, et des éléments qui sont des éléments extrêmement liés à la sphère privée, ma santé, les activités que j'aime pratiquer. Quelles sont les causes, puisque c'est la première chose qui aide à les comprendre, qui leur tiennent le plus à cœur? Là aussi, on va retrouver, j'ai envie de dire, des sensibilités ou des indignations qui sont assez faciles à catégoriser. Le gaspillage alimentaire vient en premier. Le gaspillage alimentaire, dans toutes les enquêtes qu'on fait, ça ressort comme étant finalement le symbole de l'absurdité de notre façon de consommer. Donc il ne faut pas le prendre uniquement comme le fait de ne pas jeter de la nourriture. C'est vraiment devenu l'emblème d'un système de consommation qui dysfonctionne, qui gaspille des ressources, qui détruit des ressources. Évidemment, en période d'inflation, le gaspillage alimentaire est encore plus insupportable pour tout un chacun. Et donc il n'est pas très surprenant de le voir arriver ici en premier, quasiment à égalité avec la défense de l'environnement, auquel on peut dire qu'il est très lié. Mais vous voyez qu'ensuite, on va tout de suite arriver aux luttes contre les violences et les discriminations. Et c'est vraiment ça qui caractérise, je pense, le plus cette génération par rapport à d'autres. On ne va pas être très, mobilisé, ou en tout cas très sensible à des causes qui sont la défense des traditions, le patriotisme, évidemment la lutte contre l'immigration, ou au contraire l'aide aux migrants. On est extrêmement sensibilisé à des éléments qui sont de l'ordre de la protection d'un certain nombre de communautés, de minorités, alors les femmes ne sont pas une minorité, ou de catégories de personnes qui peuvent être en but à des injustices. Donc c'est véritablement l'injustice et la discrimination qui ressort ici. Quand on va parler plus avant de leurs engagements, cette génération se considère comme engagée, mais on peut retrouver là un peu ce qu'on voyait sur l'optimisme ou sur le bonheur, plutôt engagée, pas très engagée. Et vous allez voir que ce plutôt engagé, il est assez lucide, puisqu'en fait, ensuite, quand on leur demande ce qu'ils font le plus et ce dans quoi ils s'engagent le plus, ils sont assez honnêtes. Vous allez le voir, je fais un micro-teasing dans un instant. Donc, une génération plutôt engagée. Mais qu'est-ce qui est une preuve d'engagement? Qu'est-ce qui est considéré par eux comme une preuve d'engagement? De façon assez étonnante, voter est cité par 39% des gens comme étant une preuve d'engagement. 39%, ce n'est pas non plus une majorité écrasante. Tenons-nous bien, ça ne... C'est sur tout à fait. C'est sur un tout à fait, ça n'amène pas à des taux de participation aux élections qui soient absolument mirobolants. Mais ça vient à égalité avec des choses qui sont véritablement de l'ordre de la sphère la plus privée. C'est-à-dire que là, on voit bien l'articulation entre participer à la vie publique à travers le vote et être engagé dans son quotidien auprès de gens, dans sa sphère privée, dans sa proximité, être aidant, s'occuper d'une personne, donner du temps aux autres, emménager avec quelqu'un. Donc l'engagement, ce n'est pas seulement un engagement au sens politique, militant, associatif. Vous voyez d'ailleurs que être membre d'un syndicat, être membre d'un parti arrive beaucoup plus bas. C'est aussi prendre un engagement vis-à-vis de quelqu'un et donner véritablement de sa personne. Quand on croise ce qui leur apparaît comme une preuve d'engagement, c'est ce que vous avez en horizontal, et ce qu'ils font effectivement, ils font beaucoup des choses qui leur sont finalement, qui apparaissent à leurs propres yeux comme étant des preuves de faible engagement. Par exemple, signer des pétitions ou partager des contenus en ligne. Donc il n'y a pas de, comment dirais-je, ils ne sont pas dupes du fait que participer derrière son écran à des indignations collectives, ce n'est pas une véritable preuve d'engagement. C'est quelque chose qu'on peut faire pour manifester sa sensibilité ou son soutien, mais ce n'est pas ça, s'engager véritablement. Donc ne confondons pas le nombre de likes et la réalité de l'adhésion à une indignation ou à une problématique. En revanche, donner de son temps, être aidant, choisir des produits respectueux de l'environnement, autrement dit, manifester dans son quotidien par des actes concrets et dans sa sphère de proximité le fait qu'on est attaché à un certain nombre de choses, ça, ce sont des choses qui sont à la fois importantes et revendiquées par eux comme étant des preuves du fait que ce sont des êtres finalement responsables, mais responsables pas seulement au sens où on l'entend en général, c'est-à-dire
écologiquement responsables auprès aussi d'un certain nombre de gens. On travaille pour The Conversation. Vous le voyez que là, on a un rapport aux politiques ou à la chose publique qui est parfois un petit peu diffus et compliqué à tracer, une forme de, sinon de repli, en tout cas de surinvestissement sur une sphère privée. Il est assez logique de se demander comment on peut caractériser le rapport à l'information de cette génération, sur laquelle beaucoup de choses ont déjà été faites. La première chose, c'est que les sujets qui les intéressent correspondent finalement à la fois à la manière dont ils définissent leur identité, les causes qui me tiennent à cœur, mes activités, ce que je pratique, mes goûts, et aussi aux causes qui leur semblent les plus importantes. On va donc retrouver en premier la culture, dans laquelle on a pris soin de préciser qu'il y avait le cinéma, la musique, pour qu'on n'ait pas une vision immédiatement intimidante et éloignée de la culture, la science, la santé, l'environnement, le sport, les sujets de société. Tout ça est très cohérent avec la nature de leurs engagements, la nature des causes qui leur tiennent à cœur et la façon dont ils se projettent eux-mêmes en tant qu'individus sociaux quand on leur demande de se définir. Assez logiquement, je crois qu'on l'a, voilà, comme pour tout un chacun, l'information les laisse plutôt inquiets. Ceux qui ne sont pas inquiets quand ils pensent à l'information aujourd'hui, je voudrais bien qu'ils m'expliquent comment ils font, parce que personnellement, je cherche, mais aussi curieux. Et on retrouve cette notion d'optimisme qui n'est pas la plus prégnante, bien sûr, quand on parle de leur rapport à l'information, mais qui n'en est pas non plus totalement absente, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'ils trouvent, y compris dans l'actualité, des éléments qui leur permettent de nourrir l'espoir dans un futur où ils retrouveront un petit peu leur place. Donc, on est allé très vite pour vous présenter les enseignements majeurs de cette étude. Moi, je pense que s'il y avait peu de choses à retenir, quelques mots à retenir, il y a cette idée d'un optimisme que j'ai envie de qualifier de raisonnable, d'un rapport au monde, là encore, raisonnable. C'est-à-dire que finalement, peut-être que si les 18-24 ans nous disent aujourd'hui qu'ils ont le sentiment qu'ils vivront mieux que leurs parents, c'est peut-être tout simplement parce que leurs attentes vis-à-vis du futur ne sont pas exactement de la même nature et que ce qu'ils valorisent, ce dans quoi ils se projettent, ce qui les constitue, eh bien, n'est pas exactement ce que leurs parents projettent comme étant la réussite, le bonheur et donc un futur souhaitable pour leurs enfants. On a en face de nous une génération qui est une génération qui a bien les pieds sur terre, qui est effectivement engagée dans des choses qui sont de l'ordre de l'utilité quotidienne de proximité, donc pas du tout désolidarisée ou pas du tout désocialisée. Et c'est peut-être ça qui nourrit finalement une forme d'optimisme et de bien-être. J'espère que ça vous paraît à peu près cohérent. On va rester là pour répondre aux questions si jamais vous en avez. Et je crois qu'ensuite, nous passons la parole à d'autres intervenants. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Nous allons de fait appeler nos amis chercheurs et chercheuses. Cléa Chakraverty, qui est la chef de la rubrique Politique et Société. Aurélie Javedi, chef de la rubrique Environnement, Éducation, vont animer les débats. Merci. Il manque Tommaso Vidal. On prend le micro pour deux. Attends, derrière. Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, cette étude, elle fait ressortir un certain nombre d'enseignements sur la manière dont les jeunes perçoivent le monde qui les entoure, dont ils perçoivent l'actualité et puis leurs aspirations par rapport à l'avenir. Alors il y a un des points qui nous a particulièrement interpellés, c'est tout ce qui touche à l'engagement. C'est vrai que quand on parle de la jeunesse au niveau des élections, on se lamente souvent, on est interpellé par les taux de participation. Or, ces études et puis d'autres études de chercheurs nous montrent que c'est pas parce qu'on boude les urnes déjà qu'on dévalorise l'acte de voter, on vient de le voir ici, et c'est pas non plus pour ça qu'on n'est pas engagé et qu'on n'a pas envie de prendre sa part dans la société. Donc c'est cette question-là que nous, on a mis au cœur de la table ronde pour interroger aussi de manière plus large ce rapport à l'information, l'insertion dans la vie de la cité.
Et voilà, on va interroger ça alors à la manière de The Conversation avec les éclairages de différents chercheurs de différentes spécialités. Et je laisse ma collègue Cléa vous présenter les chercheurs de cette table ronde. Merci Aurélie. Alors, on a le grand plaisir d'avoir avec nous, on va commencer par vous, Anne Vincent Buffo. Vous êtes historienne, spécialiste du sensible et de l'intime, chercheuse associée à l'Université Paris-Cité. Et vous avez, entre autres, publié une histoire de l'amitié et histoire des larmes. Et vous allez donc nous parler de l'intime. Stéphanie Lukasic, bonsoir. Vous êtes enseignante-chercheuse à Aix-Marseille Université. Vous êtes aussi chercheuse associée à l'Université de Luxembourg, et vous êtes spécialisée sur les questions liées aux usages, la réception de l'information à l'influence sur les réseaux. Vous avez aussi publié l'ouvrage « L'influence des leaders d'opinion ». Arnaud Mercier, vous êtes professeur des universités à Panthéon-Assas, vous êtes politiste, spécialiste des médias et de la communication politique. Vous êtes aussi responsable de l'Observatoire du podcast d'information et vous avez été le premier président de The Conversation France à sa création en 2015. Tommaso Vitale, bonsoir. Vous êtes sociologue, doyen de l'école urbaine de Sciences Po, chercheur au Centre d'études européennes et de politique comparée, spécialiste des questions de discrimination et de l'engagement au cœur de la cité. Et puis, nous avons 3 étudiantes parmi nous, donc nous ferons réagir régulièrement lors des différents échanges. Élise Lemoine, bonsoir, vous êtes étudiante responsable du partenariat Sciences Po Environnement à Paris. Yasmina Guirassi, vous êtes en licence de sciences sociales à l'Université Paris-Cité. Vous êtes cofondatrice de l'association Tasse de thé, donc une association qui lutte pour l'égalité des chances. Et Adidja Mohamed El Kabir, vous êtes membre aussi de l'association Tasse de thé et vous êtes en master médias et culture à Paris 8. Donc n'hésitez pas, on va vous passer la parole et puis bien sûr de réagir comme vous le souhaitez. Alors voilà, on va commencer avec la question du rapport à l'information, un rapport à l'information qui est parfois un petit peu ambivalent. Donc on a vu que voilà, quand on interroge les jeunes, ils témoignent d'un faible intérêt pour l'actualité en général. Et en même temps, il y a aussi d'autres centres d'intérêt qui ressortent. Alors ça, cette question, c'est quelque chose que vous avez observé, Stéphanie Lukasic, mais vous m'expliquiez aussi que peut-être on n'applique pas les bonnes grilles d'explication. On a encore en tête des schémas du passé pour évaluer l'intérêt qu'on porte à l'actualité et en même temps des pratiques qui ont évolué. Alors voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à cette étude et par rapport à ce que vous avez recherché ? Oui, effectivement. En fait, actuellement, il y a un rapport ambivalent à l'information, comme on a pu le voir dans l'enquête, puisque finalement, s'informer pour les jeunes, c'est un engagement. Mais ce qui est surprenant, c'est que s'informer sur les réseaux sociaux numériques et partager des contenus n'est pas une forme suffisamment forte d'engagement pour eux. Alors que, à l'inverse, finalement, partager des contenus, c'est vraiment ce qui va influencer et pousser les autres à l'engagement. Et ça, on peut l'expliquer par effectivement, on assiste à un nouvel écosystème informationnel. Les jeunes en ont conscience puisque c'est ceux qui s'informent le plus via les réseaux sociaux numériques. Alors, il y a cette enquête, mais on a aussi des enquêtes comme le Digital News Report de l'Institut Reuters. Il y a aussi le baromètre Kantar-Lacroix qui explique effectivement que les jeunes s'informent essentiellement sur les réseaux sociaux numériques. Et donc, effectivement, la nouvelle forme d'engagement passe également par l'information via ces réseaux sociaux numériques. Mais ce qui est surprenant dans l'enquête, c'est que finalement les actes de partage liés au contenu informationnel, les interactions, les commentaires ne sont pas encore conscientisés comme de véritables engagements. Et il y a une véritable distinction entre l'engagement dans la vie réelle et dans la vie virtuelle. Alors qu'en réalité, pour avoir travaillé sur les réseaux sociaux numériques et leur fonctionnement depuis 2017, les réseaux sociaux numériques sont véritablement un prolongement des réseaux de communication sociale. Et ça, en fait, j'ai réussi à le démontrer dans ma thèse de doctorat en prenant un ancien modèle des années 40-50 qui, à l'origine, étudiait les réseaux sociaux classiques à partir du comportement de vote. C'est-à-dire que les chercheurs de l'université de New York de Columbia s'intéressaient à ce qui finalement influençait le plus les gens dans leur comportement de vote. Et pendant 11 années d'études, ils ont découvert que ce n'étaient pas les médias qui influençaient le plus, mais véritablement les discussions que les gens
avaient avec les gens dans leur entourage de proximité. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'enquête aussi, qui est intéressant, c'est que finalement, ils accordent énormément d'importance aux figures qu'ils rencontrent dans leur quotidien, liées à la famille, aux amis, et pour eux, ce sont des modèles qui les poussent à s'engager. Donc on a ce rapport ambivalent, c'est-à-dire que d'un côté, ils ressentent l'importance de l'information, mais d'un autre côté, ils n'ont pas encore conscience que véritablement le partage des contenus informationnels sur les réseaux sociaux numériques, c'est ce qui peut influencer le plus et ce qui peut finalement engager le plus les jeunes actuellement, parce que vous avez un espace public qui rassemble énormément de populations et il y a effectivement donc une perspective nouvelle de cet engagement lié aux réseaux sociaux numériques. Donc là, vous venez d'évoquer les affiliations, les proches, etc. C'est une question sur laquelle on reviendra avec vous plus tard, Anne-Vincent Buffo. Et je laisse la parole à Merci. Alors sur ce rapport à l'information, effectivement, vous évoquez les réseaux sociaux en particulier. Moi, je me tourne vers vous, Arnaud Mercier. Voilà, est-ce que vous pouvez réagir justement à cette question-là? Vous avez notamment publié pour nous un article sur ce rapport à l'information. Comment est-ce qu'il suscite de l'engagement? Vous nous parlez notamment de fatigue informationnelle. On l'a vu dans l'étude. La question de l'inquiétude est aussi très importante au-delà du rapport aux réseaux sociaux en soi. Oui. Alors, en fait, moi, par rapport à toute cette enquête, ce que je voudrais dire d'abord, c'est formidable qu'elle soit là, ne serait-ce que pour faire en sorte qu'on développe une autre vision que la vision des adultes plus âgés, pour ne pas dire des vieux grincheux, qui, parce que les jeunes ne se comportent pas comme leurs parents ou leurs grands-parents, passent aux yeux de leurs parents ou de leurs grands-parents pour des gens qui s'y intéressent pas, etc. Ben, vous avez le droit de vous informer autrement et ça fait pas de vous des gens qui ne s'informaient pas. Et effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que à travers cette enquête et d'autres, on sait et on comprend que les jeunes, eh bien, ils ont d'autres usages. Mais qu'en même temps, ça ne veut pas dire qu'ils sont en rupture avec les usages traditionnels et que c'est dans un équilibre entre les usages traditionnels qui peuvent être hérités des traditions familiales et sociales, j'allais dire, et ce qui est des effets de génération, qu'on va trouver ce point d'équilibre. Alors les réseaux sociaux, effectivement, les jeunes sont massivement utilisateurs de ces réseaux, y compris pour s'informer, et ils sont très souvent pionniers par rapport aux autres générations, parce que c'est vous, les jeunes, qui allez être les premiers à utiliser plus et plus massivement d'abord Facebook, puis Instagram, puis Snapchat, pourquoi pas Twitch, maintenant TikTok, évidemment. Bon. Donc il y a cette dimension qui est très importante aussi d'être ceux qui ouvraient des perspectives par rapport aux usages des parents et des grands-parents. Alors évidemment, dans ces réseaux, à partir du moment où Facebook, justement, à partir du moment où vous avez ouvert la voie et que vous avez convaincu vos parents et vos grands-parents d'être sur Facebook, eh ben vous y êtes moins parce que c'est devenu ringard, puisque maintenant les grands-parents y sont. Donc on va garder Facebook pour échanger des infos, des images avec la famille, etc. Mais c'est pas forcément là qu'on va vous retrouver pour vous informer en étant dans l'innovation, et y compris pas seulement à travers les réseaux sociaux, mais alors, via les réseaux sociaux, d'accéder aussi à des sites, à d'autres types de médias, à des médias qui vous ressemblent, à des médias qui ressemblent aux jeunes. Et là aussi, c'est pas parce que les jeunes regardent Hugo Décrypte, Brut, Combini, etc., que ce sont des décérébrés. Et bien simplement, ils regardent des médias qui leur parlent, des médias qui leur ressemblent, qui parlent des sujets qui les intéressent, qui parlent des personnalités qui sont dans leur univers familier, parce que c'est leur pratique culturelle, parce qu'ils vont leur parler de jeux vidéo, de mangas, ils vont leur parler d'autre chose que le cinéma serbo-croate, etc., qui est très chic de revendiquer comme étant une pratique culturelle distinguée, mais elle est aussi légitime, celle des jeunes, que les autres. Et donc, évidemment, à partir du moment où les médias traditionnels ne s'emparent pas massivement de ces pratiques culturelles,
de ces sujets d'actualité qui les intéressent, l'actualité people qui va parler des rappeurs, de R&B, etc., alors qu'ils vont rester, si j'étais méchant, à Aznavour et à Edith Piaf, quoi. Enfin, bon, bref, je suis un peu méchant, mais bon. Un peu radical. Hein. Un peu radical. Non, mais après tout, je veux dire, les gens de ma génération, il y en a beaucoup qui tannent, qui tensent les jeunes. Je peux me permettre de le faire dans l'autre sens. Et donc, il y a ça qui me paraît très important. Et pour autant, ce qui me paraît important, c'est que c'est pas un renoncement aux médias traditionnels, et notamment à la télévision. Et l'étude le montre, et les études, le baromètre Kantar, etc., par exemple, ça s'oppose pas à. Certes, il y a des façons différentes de consommer la télévision, plutôt sur son portable, plutôt sur son ordinateur, plutôt décalé, etc. Mais en même temps, il y a aussi, pour l'information, beaucoup de chaînes d'information continue encore qui restent dans les pratiques des jeunes. Alors c'est vrai, les jeunes n'écoutent quasiment plus le matin. Je parle pas les jeunes à Sciences Po, etc. Je les connais, je les fais aussi moi-même, donc je vois bien. Mais les matinales de France Inter, etc., qui sont celles qui restent les pratiques des générations plus âgées, eh bien, elles sont moins pratiquées par les jeunes, mais par exemple, ils vont ouvrir BFM le matin, etc. Ouais. Donc justement, par rapport à ces pratiques cumulatives, etc. Oui, je vais terminer en une fois. Voilà. Et donc, et en plus, la télévision reste aussi une pratique familiale. Et par exemple, chez les jeunes, on peut tout à fait être sur les réseaux sociaux, etc., et en même temps partager avec ses parents le journal télévisé. Et ce d'autant plus que les sujets seront d'importance, les sujets seront graves. On l'a bien vu pendant le Covid. Finalement, la télévision redevient cet élément fédérateur, familial, qui fait qu'on regarde ensemble l'information à la télévision. S'il y a un attentat, s'il y a un accident très grave, eh bien tout d'un coup, on retrouve ce réflexe plus intergénérationnel, et la télévision sert aussi à ça. Donc il faut faire attention à ne pas non plus caricaturer et à ne faire des jeunes que ceux qui seraient passés de l'autre côté de la barrière, côté réseaux sociaux, parce qu'en réalité, ils trouvent des équilibres, et y compris avec les médias qui sont les médias traditionnels. Et d'ailleurs, sur les sites d'information, il y a les sites qu'ils font, Combini, Brut et autres, je le disais, mais ils savent aussi quels sont les médias légitimes, et ils vont aller regarder Le Monde ou autre. Alors justement, par rapport à ces pratiques cumulatives évoquées, là, le fait de regarder aussi bien les réseaux sociaux que de revenir avec sa famille, regarder la télévision. Alors, on va se tourner vers vous, Élise, Yasmina et Adidja. Qu'est-ce que vous auriez à partager là-dessus? Quelles sont vos pratiques? Vous regardez Hugo Décrypte, vous avez des amis qui lisent Combini, vous écoutez encore la radio. Qu'est-ce que vous pensez des résultats de cette étude? Vous vous y reconnaissez? Déjà, bonsoir. La première question que je me pose, c'est qui vous avez interrogé pour cette étude, parce qu'on a du mal à s'y sentir représenté. Enfin, je sais que moi, j'ai du mal, par exemple. Et non, peut-être pas Hugo Décrypte, et encore moins BFM TV. Surtout quand on ne se sent pas représenté par les médias traditionnels. Je sais que, à titre personnel, la télé, c'est vraiment un truc que j'ai arrêté, parce que quand on allume les chaînes télévisées, on peut se sentir très attaqué quand on vient de milieux populaires, quand on est issu de minorités, que ça soit raciale ou autre. Et c'est vrai que cette étude, elle nous interroge parce que on a un rapport différent à l'information. Justement, vous avez parlé des médias légitimes, et nous, on questionne cette légitimité. Qu'est-ce qui fait qu'une information est légitime ou non? Et je pense que c'est bon. Donc là, par rapport à ce que Arnaud disait, vous avez quand même des pratiques de consultation d'informations, vous cumulez différentes sources. Par rapport à ça, voilà, donc ça, vous étiez d'accord sur ce... Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Si je peux rajouter quelque chose, moi, c'est vrai que je m'informe beaucoup sur les réseaux sociaux, donc je me reconnais assez dans ce que vous avez dit, notamment Hugo Décrypte, etc. Aussi, vous n'en avez pas parlé, c'est aussi beaucoup de podcasts de mon côté, donc des podcasts... d'Hugo Décrypte, mais aussi L'Heure du Monde, par exemple, ce genre de choses. Donc, en fait, c'est un peu mêlé, je dirais, les médias un peu traditionnels et moins traditionnels, dans des pratiques qui, certes, sont peut-être différentes de celles d'avant. Enfin, c'est vrai que la télé ne fait pas du tout partie de mon quotidien, et des personnes autour de moi non plus. C'est vrai que la télé, pour moi, c'est un peu plus associé aux gros événements, comme vous l'avez dit, comme les élections présidentielles, par exemple. Mais c'est vrai que, en fait,
s'informer, c'est aussi un choix. Et oui, ça va être peut-être sur Instagram, mais c'est un choix de s'abonner à certains médias et pas à d'autres. Donc je pense que oui, c'est un engagement. Et voilà, merci. Peut-être sur la question méthodologique de l'étude, on pourra revenir à la fin avec voilà. Je pense qu'on peut répondre même tout de suite. Maintenant Ouais, je pense que c'est une très excellente question et je vais aller la poser à nos amis. Hop. Bonjour, bonsoir. Donc, nous avons interrogé 1000 personnes âgées de 18 à 24 ans avec une méthode dite de représentativité, c'est-à-dire que la population interrogée est représentative de la population française de cet âge-là en termes de répartition par tranche d'âge à l'intérieur de la génération, d'habitat, ceux qui habitent en région parisienne et dans l'ensemble des autres régions, ceux qui habitent dans des grandes, des petites et des moyennes villes, et aussi en termes de CSP et de niveau d'études. Donc que vous ne vous sentiez pas représenté par un univers aussi vaste, ça me paraît assez normal, puisque évidemment chacun d'entre nous a une personnalité, et je crois que l'intérêt de ce genre de travaux, c'est aussi de nous permettre à chacun de nous replacer dans un ensemble plus vaste auquel nous ne sommes en général pas confrontés au quotidien. Si je peux me permettre de réagir, parce que vous m'avez posé la question de la fatigue informationnelle sur laquelle je n'avais pas... Mais alors, très rapidement. Oui, très rapidement. S'il te plaît. Il y a effectivement un défi anthropologique majeur aujourd'hui, c'est que nous pouvons être informés sur ce qui passe dans le monde en instantané et de façon mondialisée. Et la règle des médias étant ce qu'elle est, on va plutôt prendre du temps à raconter les drames de ce monde qu'autre chose. Et donc, il y a un défi anthropologique qui touche toutes les générations, qui est nous pouvons être de mieux en mieux informés sur ce qui se passe dans le monde et de mieux en mieux toucher du doigt la misère du monde, les guerres, les famines, tout ce que vous voulez, les épidémies, ne les oublions pas. Et puis en même temps, du coup, avoir le sentiment d'une impuissance à agir et à changer le cours des choses. Et je pense que les jeunes, c'est ce que montre très bien cette étude, sont plus touchés. Elle montre qu'ils sont touchés, et l'étude Kantar, Baromètre, montre que les jeunes sont plus touchés que leurs aînés, parce que justement les jeunes ont aussi une très forte idéalisation et une très forte sensibilité à un certain nombre de causes, sur l'environnement, sur les discriminations, etc. Et qu'ils peuvent avoir d'autant plus le sentiment qu'il y a une forme d'impuissance à agir qui s'installe, ou d'énervement face à tout ce qui n'est pas conforme à leurs aspirations, à la fois parce qu'ils touchent du doigt un certain nombre de phénomènes, et en même temps parce qu'ils ont le sentiment que les médias n'en parlent pas assez. Et que c'est justement l'enjeu, je termine juste là-dessus, que parmi les autres pratiques d'information de la jeunesse, il y a aussi la volonté d'aller chercher des médias plus spécialisés, par exemple sur l'environnement, par exemple sur un certain nombre de choses, y compris par exemple des choses de type engagement, on va dire racial, pour faire vraiment archi simple, parce que justement on se dit, voilà, là ils parlent de causes qui nous parlent et dont on estime que les médias ne s'emparent pas, traditionnels, légitimes, ne s'emparent pas assez. Merci Arnaud. Justement, pour parler de l'engagement et des causes qui tiennent à cœur aux jeunes, dont on l'a vu dans l'étude, il y a plusieurs causes qui ont été citées en particulier. Et on a beaucoup parlé de la question de l'échelle de l'engagement, qui joue à la fois donc, sur la sphère du privé et la proximité spatiale aussi. Et pour en parler, je voulais me tourner justement vers Tommaso Vitale, parce que vous travaillez sur les politiques publiques et les différentes sphères d'engagement justement à l'échelle de la ville, de la cité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, le type de causes dont on a parlé? Elles sont souvent au niveau de l'échelle du quartier, mais aussi d'associations assez proches. Est-ce qu'il y a des points notamment similaires avec d'autres pays du monde? Peut-être que vous pouvez nous en dire un petit mot en même temps que votre réaction face à l'étude. Merci. Et merci d'être là. On est super content de faire ça avec des conversations à Sciences Po. On est super content de vous accueillir. On est très reconnaissant. Et en plus, voilà, c'est très important de parler, d'avoir des recherches sur la jeunesse. Donc, merci. C'est mon revue du cœur et c'est un argument auquel j'y tiens. Alors, si je regarde les données, moi, j'ai noté à ce propos, Cléa, quelque chose qui m'a passionné et que je trouve extrêmement important comme signal de ce qui va venir. Alors, on peut dire que si on regarde
dans cette enquête quantitative, le rapport au territoire, là où je vis, on peut dire que une grande majorité des gens, des jeunes, disent « c'est très important pour moi pour être heureux ». C'est grand comme ça. Si je demande, si je regarde la question, est-ce que là où votre lieu de vie est important pour vous définir, pour votre identité, c'est un petit nombre de personnes qui répondent oui. Donc là, il y a une première, il y a quelque chose dans les données qu'il faut interpréter pour répondre à ta question. C'est-à-dire que je trouve ça très important. Le lieu où on vit pour des jeunes, c'est quelque chose que, bien évidemment, après l'amour et la famille et les amis, si ce n'était pas ça, ce n'était pas sincère, c'est normal, ça va sans dire. Mais c'est la première chose externe qui nous rend heureux. C'est là où je vis. Ça veut dire qu'il y a un sens d'appartenance, qu'il y a des sociabilités, il y a quelque chose dans le quartier qui ne peut pas être assimilé à de la proximité de privé. Non, c'est quelque chose d'important. J'y tiens. Comment ça se traduit, justement? Et en même temps, ce n'est pas quelque chose qui définit mon identité. Donc, on n'est pas sur un localisme identitaire. C'est très normal. Pour les jeunes, l'identité est définie par rapport à des causes et beaucoup moins à des valeurs. C'est défini par rapport à des actions et beaucoup moins à des appartenances. Donc ça, pour moi, c'est très important. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, dans les données, on voit que tout ce qui a à faire avec une forme de pouvoir sur lequel ils ont la main, par exemple la consommation, là, riches ou pauvres, en tout cas, il y a des dépenses, ils ont la main, ils choisissent, donc la consommation est presque pour tout le monde engagée. C'est important. Ils réfléchissent, soit en négatif, on va boycotter certaines choses, soit en positif, on va chercher des choses qui sont cohérentes avec nos causes. Donc là, vous voulez dire, il y a la question du gaspillage alimentaire, par exemple, c'est quelque chose sur lequel on a la main. C'est pour ça que c'est important. Le gaspillage alimentaire arrive après. Ouais. C'est la consommation qui est engagée. C'est le boycott, c'est-à-dire je vais acheter une chose pour moi et là, j'ai la main. Ça n'importe pas si c'est un petit verre en papier ou si c'est un verre en cristal. Il y a des différences de classe, mais j'ai la main et donc je le mets en cohérence avec mes causes. Et ça, c'est quelque chose de très important et qui caractérise beaucoup 18-24 ans. Troisième chose, si je vois des choses sur lesquelles d'autres personnes ont la main et peuvent faire la différence, c'est pas très compliqué et ils ne le font pas, alors je deviens très sévère et j'ai sanction. Donc, le gaspillage alimentaire, c'est très grave car c'est grave en soi et car ça peut être géré, n'est pas géré. Moi, je trouve que ça nous dit des choses, mais il y a une autre information qui est géniale dans cette enquête. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est l'engagement? Alors, une des choses qui vient en premier, à part le vote, mais c'est normal, on est en démocratie, bien évidemment, c'est donner son temps et aider les autres. C'est-à-dire, l'idée des jeunes d'être engagés passe par l'aide et par l'usage du temps. Encore une fois, j'ai la main, sur ça, je contrôle ce que je peux faire. Donc, c'est ça le signe de l'engagement. C'est encore plus important que, par exemple, aller vivre avec quelqu'un. Là, je n'ai pas complètement la main. On est à deux. En tout cas, c'est une forme d'engagement qui est considérée par moins de personnes importante telle que donner son temps. Et moi, je trouve que tout ça nous dit des choses importantes de la réalité de l'engagement des jeunes. Ce n'est pas pour affirmer des valeurs, c'est pour combattre des causes,
pour faire des choses. Ce n'est pas seulement le concret, c'est que c'est très lié au contexte d'opportunité réelle. Ce n'est pas seulement du concret, c'est quand même des causes qui sont des causes planétaires, qui sont des causes importantes, qui sont des causes qui ne sont pas liées seulement à moi-même, moi. C'est des causes qui font du sens, mais ce n'est pas le langage un peu identitaire des valeurs. Et c'est là où je vive, ou c'est là où je travaille, je vais à l'école, car je peux mettre mon corps, et mon corps s'exprime par rapport à mon temps. Et c'est là que ça devient évident l'interprétation d'un autre résultat majeur, c'est-à-dire que si je dois dire qu'est-ce qui est important pour moi dans le travail, hein, la première chose, c'est la relation avec mes collègues. Et ce n'est pas, comment dire, une forme de privatisme, c'est une conception du public, de l'engagement, du civisme, de l'engagement civique qui passe par la qualité de la relation avec l'autre. Ça me rend heureux, ça ne me définit pas, je ne suis pas dépendant des autres, mais ça me permet de m'engager pour une cause. Alors là, vous venez de parler de relationnel. Et donc, justement, on va rebondir là-dessus sur cette question du relationnel avec vous, Annie Vincent Buffo. Voilà, vous avez étudié les questions d'amitié. Oui, justement... tout à fait. Donc, de cette enquête semble ressortir quand même que la valeur amitié est en train de monter. Alors bon, on n'a pas de diachronie, donc c'est un peu compliqué d'en tirer des raisonnements. Et je dirais que c'est un peu l'ensemble de l'étude qui pose ce problème-là, c'est qu'on n'a pas de comparatif. Oui. Mais quand même, par rapport, il semblerait que l'amitié passe vraiment avant la vie sentimentale, amoureuse et sexuelle. Et ça, je pense que si on faisait de la diachronie, on aurait un différentiel. D'accord. Voilà. Et donc, effectivement, l'âge de l'amitié, c'est beaucoup la jeunesse, parce que d'une part, on est socialisé dans l'école, dans l'université, donc c'est un moment où on rencontre beaucoup de gens, et on crée son réseau d'amitié, et effectivement, les amitiés de jeunesse, c'est particulièrement important pour se constituer aussi par rapport à ce qu'on pense. C'est aussi une façon de se socialiser en dehors de la famille, donc aussi peut-être d'avoir des idées un peu différentes de celles de sa famille. Et je pense qu'au niveau des répertoires d'action et d'engagement, ça joue vraiment un grand rôle. Voilà, on est sur un engagement plus affinitaire qu'organisationnel aujourd'hui, c'est ce que vous me disiez. À mon avis, ce n'est pas totalement contradictoire. D'accord. Voilà. C'est qu'effectivement, c'est peut-être les affinités avant les idées, mais qu'est-ce que c'est qu'une affinité ? C'est, comme vous le disiez fort justement, ce n'est pas identitaire. Hein, c'est pas identitaire, c'est s'apprécier parce que on apprécie une manière d'être, un style de vie, on a envie d'aller vers certaines choses, on a envie de partager certaines choses, que ce soit effectivement des pratiques culturelles, mais aussi peut-être aussi des pratiques d'engagement. Et donc, cette façon de faire passer peut-être les affinités avant les idées, effectivement, ça peut paraître paradoxal, parce que est-ce qu'on ne risque pas de s'enfermer dans son petit cercle où tout le monde se ressemble ? Je ne pense pas tant que ça, et c'est sans doute une piste qui incline à l'optimisme. Voilà. Je vous citerai Hannah Arendt, ça ne fait jamais de mal. J'ai tenté de montrer que nos décisions quant au juste et à l'injuste dépendront de quelle compagnie nous choisissons, de ceux avec qui nous souhaitons passer notre vie. Et là aussi, ça veut dire que peut-être que les amitiés qui sont au moment de la jeunesse sont des moments où on passe aussi beaucoup de vie ensemble, ce qui est peut-être moins le cas dans la vie adulte. Ensuite, quand on a des enfants, j'en ai fait l'expérience, c'est déjà, il faut jongler beaucoup plus. Et donc, on peut penser aussi à des formes d'engagement qui n'ont pas du tout été évoquées dans l'étude, mais parce que c'est peut-être très minoritaire, mais bon, les ZAD, etc., les actions aussi de type, au moment de nouvelles formes justement de répertoire d'action, comme pour la lutte d'ACT UP ou des choses comme ça, où vraiment il y a eu tous des groupes de jeunes qui ont inventé aussi des nouvelles manières d'agir.
On parlait de sensibilité, parce qu'effectivement, la sensibilité, ça paraît effectivement détaché de la raison. En fait, il y a une raison sensible. C'est aussi ce que Jacques Rancière appelle le partage du sensible. Le partage du sensible, c'est aussi comment on voit le monde et comment, avec ses amis ou avec les personnes qu'on apprécie, on trouve des choses tolérables et d'autres qui sont intolérables. Et donc, ça peut être aussi une façon de lire le monde avec la justice et l'injustice. Voilà. C'est aussi une pratique de savoir discuter, d'être en désaccord parfois, de confronter ses idées. Voilà. Et donc, Merci. après ça, moi j'ai un petit problème quand même avec la façon dont est défini l'engagement. Enfin, je rebondirai un peu sur ce que vous disiez. Effectivement, c'est pas que le repli sur le privé, à mon avis. D'autant plus qu'il y a quand même un problème, à mon avis, sur les variables d'engagement qui ont été citées. C'est qu'il y a des variables d'engagement qui sont très clivantes. C'est-à-dire que le fait d'aller à une manifestation, il y a des tas de gens qui ne vont jamais à une manifestation et qui même considèrent qu'aller à une manifestation, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Moi, j'ai une personne de mon entourage qui m'a dit « c'est la première fois que je vais manifester sur la manifestation sur l'antisémitisme ». Alors, bon... on n'avait pas le même passé. Je ne peux pas compter le nombre de manifestations que j'ai faites. Donc, de même pour... Alors, par contre, c'est intéressant sur le boycott, parce que le boycott, a priori, c'était considéré comme quelque chose qu'il ne fallait surtout pas faire. Et là, on voit que les jeunes, justement, sont en train d'évoluer sur le boycott. Anne, voilà. excusez-moi, est-ce que vous pouvez garder quelques idées encore pour la suite? Parce que j'aimerais juste qu'on fasse réagir les trois étudiantes qui sont avec nous aussi. Yasmina, Adija et peut-être Élise aussi, bien évidemment sur ces questions de l'engagement par la proximité, donc on l'a dit, là où on vit, mais aussi par les affinités, donc, et cette question du sensible, de partager une même vision du monde. Est-ce que vous avez envie de... Voilà, comment est-ce que vous l'appréhendez, et par rapport aussi aux données de l'étude? Est-ce que vous voulez ajouter des choses sur ce point? Oui, bonsoir. Du coup, moi, je suis co-fondatrice de l'association Tasse de thé. Et donc, c'est une association qui propose des salles de travail avec de bonnes conditions pour les étudiants de quartiers populaires. Donc, nous, on s'engage, c'est vrai, à un niveau local. Et du coup, je rejoins ce qui a été dit dans l'enquête parce que c'est vraiment des causes auxquelles on est sensible, mais du coup, c'est des choses qui nous touchent directement. Et en fait, on s'engage pour des causes qui ont directement des incidences sur nos conditions de travail. Par exemple, des incidences sur nos études, sur nos conditions de vie. Et donc, voilà. Je voulais dire à peu près. Et pourquoi tasse de thé ? Oui, tasse de thé parce que c'est les initiales de ta salle de travail et que c'est aussi tasse de thé. C'est un peu, en fait, on voulait pour l'association faire plus que, pas uniquement des étudiants qui travaillent côte à côte, mais aussi on voulait qu'il y ait du lien social qui se crée. On a créé l'association pendant le Covid et c'était un moment où les étudiants on était vraiment isolés, on se sentait Donc, qui répond aussi aux enjeux qu'on a évoqués de santé mentale. Et exactement. C'est une association que vous avez montée, et peut-être, Élise, vous pourrez dire aussi un mot de votre vision de l'associatif aussi dessus, mais du coup, avec des personnes que vous ne connaissez pas forcément. L'idée, c'était d'ouvrir, en fait, au-delà de là où vous travaillez, où vous viviez. Ou c'était, En fait, l'initiative, elle est partie du 18e, donc c'était avec des gens qu'on connaissait déjà. On a recueilli des revendications en fait dans plusieurs quartiers du 18e et celle des salles de travail, c'était celle qui revenait en priorité parce que nous, quand on a passé notre bac en 2019, dans le 18e, il y avait pas, les bibliothèques, en fait, il y avait des problèmes. Soit elles étaient fermées à cause de travaux, soit les horaires ils nous correspondaient pas parce que c'était pendant les heures de cours. Et du coup, nous, en fait, ça posait un problème d'égalité des chances parce que contrairement à d'autres étudiants qui peuvent travailler tout seuls dans leur chambre. Nous, c'est vrai que dans le 18e, surtout sur la porte de Clignancourt, on n'a pas vraiment de grands espaces pour travailler chez nous. Et donc voilà, France.
Ça a été une grande question récemment dans l'actualité locale, la question des horaires d'ouverture des bibliothèques avec des tests d'ouverture de dimanche, etc. Ouais. Oui, du coup, justement, avec la Maison de la Conversation, ils nous prêtent leurs locaux, donc on ouvre des salles de travail soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Et vraiment, on s'adapte aux besoins des étudiants, donc on fait souvent passer des questionnaires et on recueille souvent leurs besoins. Merci. Et sachant que dans beaucoup d'universités et de collèges américains, les bibliothèques peuvent être ouvertes, voire toute la nuit, mais en tout cas jusqu'à tard, pour ces raisons-là. Merci Élise. Élise, peut-être vous voulez aussi réagir Oui, du coup, moi, je peux parler un petit peu de Sciences Po Environnement et un petit peu l'associatif à Sciences Po. Donc, c'est vrai que, en fait, je pense que c'est issu d'une volonté de commencer à s'engager maintenant. Parce que, comme on fait des études, on sait qu'on ne va pas commencer à travailler avant quelques années. Et pourtant, on voit que le monde ne va pas très bien et que, du coup, on peut agir à notre échelle. Et du coup, c'est en ce sens que moi, je me suis engagée à Sciences Po Environnement et il y a beaucoup d'associations à Sciences Po, donc beaucoup d'étudiants qui s'engagent. Et ça correspond à la volonté de s'engager pour des choses qui ont des incidences directes, comme tu l'as dit. C'est-à-dire que quand on s'engage à Sciences Po Environnement ou autre, on voit nos actions, on voit avec qui on les fait, on voit que les gens sont contents à la fin et on se dit que finalement, on a eu un petit impact et que c'est peut-être ce petit impact qui peut faire la différence. Et il y a aussi toute cette dimension sociale, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on va se retrouver, ça va créer du lien social autour des mêmes causes, et aussi plus on s'engage ensemble, plus on a envie de s'engager. Donc c'est un peu un cercle vertueux, je pense, qu'on essaye d'entretenir au maximum et de développer au plus pour nous et pour les causes qui nous tiennent à cœur. Voilà, on va continuer donc avec la question du vote. On va revenir là-dessus et on va commencer cette fois-ci par vos points de vue, vos témoignages d'étudiantes sur votre rapport au vote. Voilà, est-ce que par rapport à ce qui a été dit sur l'étude, on voit que le vote garde une place très symbolique. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez parmi les jeunes qui s'engagent comme vous dans des associations? Est-ce que voter, ça peut changer les choses? Quel est votre ressenti par rapport à ça? Et ensuite, on fera intervenir les experts. Pour notre part, je pense que voter, c'est important et qu'on le sait parce qu'on voit bien que c'est ce qui finit par définir nos politiques, mais ça, après, c'est plus par rapport aux chiffres et par rapport à ce qu'on voit. Les jeunes ont un peu moins confiance en la politique et que c'est peut-être pour ça qu'il y a le fameux cliché que les jeunes ne vont pas voter et que c'est peut-être une minorité qui va voter. Je ne sais pas si tu veux dire un mot sur l'engagement dans les quartiers populaires, peut-être. Pas forcément dans les quartiers populaires, mais c'est vrai qu'on ressent quand même une certaine réticence au vote parce qu'on a le sentiment que même si on va aller voter, c'est pas forcément le candidat pour lequel on a voté qui va être élu. Mais personnellement, je sais que dans mon entourage, le vote, il y a plus de gens qui vont voter du coup. Et on l'a vu, aux dernières présidentielles, il y avait plus de. Et pour compléter, je dirais que effectivement le vote est important et on en a conscience, mais il est aussi pas suffisant. Et c'est aussi pour ça que nous on s'engage à l'échelle locale. C'est parce qu'en fait, il y a un peu cette conscience que les politiques publiques c'est nécessaire, mais que en fait, on ne peut pas attendre non plus que ça, parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément de représentation des jeunes en politique, alors que s'engager, comme vous l'avez dit, on a notre corps, on a notre temps, et juste on choisit à qui on le dédie. Merci. On le rappelle, voter, c'était dans l'étude, c'est 39% des répondants, et être aidant, s'occuper d'une personne ou donner de son temps, c'est aussi 39% ou 34%. Sur la question de la représentation des jeunes en politique et cette question du vote comme point un peu d'ancrage symbolique, on aimerait bien vous entendre aussi. Arnaud, Anne, bien sûr, Stéphanie et Tommaso. Peut-être rapidement, je ne sais pas qui veut réagir. Je veux juste donner déjà un chiffre. Avec plaisir. On a un peu pris par sondage, le temps. oui, Soprasteria, sondage sorti des urnes législatives, 54% d'abstentionnistes, 34% chez les 70 ans et plus, 42% chez les 60-69, 71% chez les 18-24. Donc c'est pas juste un cliché, c'est qu'effectivement il y a une difficulté chez les jeunes à se sentir investis dans le vote.
Oui, moi je voudrais juste intervenir justement parce qu'on parle toujours du vote, mais on ne parle pas de ce qu'il y a avant le vote et qu'est-ce qui rend possible le vote pour les jeunes? C'est l'information. Si vous êtes bien informé, eh bien vous pouvez voter en pleine conscience. Mais si vous êtes mal informé, c'est pas du tout le cas. Et je pense que, alors pour avoir travaillé, parce que j'enseigne à Aix-Marseille Université, j'ai notamment travaillé sur certains, on appelle ça des quartiers populaires, mais en tout cas c'est dans Marseille même. Et effectivement, quand j'ai interrogé les jeunes, ce qu'ils me disent, c'est que finalement ils ne vont pas voter parce qu'ils ne se sentent pas représentés. Et ça vient bien en amont, c'est-à-dire que même dans le traitement médiatique, ils ne retrouvent pas l'actualité qui leur correspond. Et ça, en fait, juste je voulais insister aussi sur le fait qu'en fait, avec les réseaux sociaux numériques, ils sont habitués à une personnalisation de l'information. Donc, ils retrouvent sur leur fil d'actualité tout ce qui leur correspond. Et c'est ce qu'ils ne trouvent pas dans le traitement médiatique classique. Et c'est ce qui ne leur permet pas de voter en pleine conscience. Donc, pour avoir aussi... je me suis intéressée beaucoup à la désinformation et aux pratiques informationnelles dites marginalisées, c'est-à-dire ces usagers qui se détournent des médias classiques pour aller rechercher de l'information dite alternative et la plupart du temps qui est assez controversée. Il y a effectivement ce problème de représentativité et cette diversité qui, pour eux, n'est pas suffisamment traitée dans les médias et notamment un manque de pluralisme médiatique. Donc vraiment, voilà, l'idée du vote, moi, je pense qu'il faut vraiment le prendre à la source, c'est-à-dire que pour voter, il faut véritablement avoir les bonnes sources d'information pour pouvoir se forger une opinion. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Anne ou Tommaso... Juste un point après avoir donné les chiffres. Vous comprenez bien qu'il y a une contradiction potentielle entre le fait que les jeunes ne se sentent plus sensibilisés à la politique sous l'angle généraliste de la vie politique partisane, parce que les partis sont des agents de montée en généralité, alors que justement l'aspiration des politiques, c'est très bien montré dans l'enquête, c'est une aspiration, et c'est pas la seule enquête qui le montre, à aborder la politique par les causes. Or, c'est ça la difficulté, c'est qu'il peut y avoir une forte de tension entre et donc de ce sentiment de ne pas se retrouver pleinement dans l'offre, même si elle est riche et variée. Il peut y avoir 10 candidats à la présidentielle, mais si on aborde la politique plutôt par le biais de causes, eh bien, on se retrouve quand même face à des acteurs généralistes dans lesquels la cause peut être plus ou moins intégrée, mais pas autant qu'on l'aurait voulu, etc. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est possible de voir émerger de nouvelles forces politiques qui seraient vraiment très par la cause, si je puis dire. Normalement, le parti écologique, c'est sa promesse. Mais on sait très bien que, justement, les partis écologistes, en tout cas, notamment en France, font tout autre chose que de parler seulement de l'écologie. Ils ont adopté un autre point de vue. Merci Arnaud. On va peut-être passer la parole aussi à Anne et à Tommaso. On reviendra après sur cette question d'engagement par les causes. Je suis sûre que les étudiantes qui sont parmi nous, et puis vous avez aussi des réactions sur ces sujets-là. Dans un petit moment. Peut-être Anne, un petit point sur cette question. Oui, il y a une question d'offre politique, mais il y a aussi peut-être un autre phénomène qui est que par le vote, en fait, on choisit des élites. Et peut-être que ça intéresse moins les jeunes de choisir des élites que d'avoir effectivement une politique par le bas et pas par le haut. Ce serait une hypothèse. Merci. Tommaso, un point sur cette question du vote et mis en fait dos à dos aussi avec cette question d'engagement personnel et puis du rapport à la politique. Alors, si on regarde la structure des inégalités en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays européens, la structure des inégalités par âge est une des choses les plus simples à dire et à étudier. En fait, plus tu es jeune et plus ton risque d'être pauvre augmente. Donc ça n'a rien contre certaines personnes âgées très 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 pauvres qui vivent dans la détresse, bien évidemment. C'est seulement une réflexion structurelle. Plus tu es jeune, plus ton risque de pauvreté augmente. C'est-à-dire qu'un bébé a un risque d'être pauvre énormément supérieur d'une personne très très âgée. Alors, face à ça, il faut donner
comment dire, à mon avis, il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière une certaine distance des jeunes aux politiques et au vote. Première chose, les jeunes pensent que le vote est une forme d'engagement important, le plus important, plus que faire famille, plus que... Ils pensent que c'est très important. Donc, s'ils ne votent pas, c'est car il y a des significations importantes qui sont mises derrière le non-recours au vote. Donc, on peut dire c'est une stratégie que je partage pas, je veux amener plus de personnes, mais il y a un vrai problème de représentation des inégalités structurelles des jeunes dans la plupart des pays européens et ça a des conséquences. Okay. Donc, donc, je pense qu'il faut prendre en considération ça, car le vote reste un horizon d'engagement. Sauf que jamais comme aujourd'hui, les jeunes sont cultivés. Jamais comme aujourd'hui, les gens ont un très bon niveau d'éducation. Jamais, même si on pense que dans le passé, les gens avaient une plus meilleure, aujourd'hui, ChatGPT a tout détruit, c'est pas vrai. Jamais comme aujourd'hui, en Europe, en France inclus, dans les quartiers populaires, le niveau d'éducation était tellement haut. On peut dire que ce n'est pas suffisant. Bien sûr que ce n'est pas suffisant, mais jamais dans l'histoire de l'humanité a été tellement haut. Donc, il y a un niveau de réflexivité, d'appropriation de la marge d'action par rapport à la politique qui est plus importante. Peut-être Adija, je crois que vous vouliez réagir. Oui. Et après, on passera la parole aussi à la Je voulais rebondir sur cette idée de politique par le bas. Parce que justement, quand on vote, comme vous l'avez dit, on vote pour des élites et on se sent peut-être pas légitime de choisir ces élites-là parce qu'on n'a peut-être pas accès à toutes les informations et on se dit que même si on vote pour des gens qui défendent des causes qui sont les nôtres, peut-être qu'arrivé au pouvoir, il y a quelque chose qui va changer et que c'est pour ça que le vote est assez complexe quand on arrive devant les urnes parce que finalement, peut-être qu'une cause est défendue, mais qu'elle va disparaître une fois arrivée en politique. Et surtout, là, il y a des inégalités structurelles qu'on ressent justement quand on arrive au moment des élections présidentielles, législatives, parce qu'on se demande réellement ce qui va se passer au-delà des programmes politiques et de ce qui est dit. Et peut-être que c'est une éducation à la politique qui manque, parce que c'est quelque chose qui manque un peu dans les écoles, et qu'on a besoin d'une éducation à la citoyenneté pour comprendre qu'on est légitime à participer à la vie politique et qu'on ne doit pas seulement s'engager chez soi, parce que s'engager d'un point de vue plus local et d'un point de vue plus concret, parce qu'on va agir sur des choses qui ont des conséquences directes, parce que c'est ce qu'on peut faire, mais on se dit qu'en haut, on ne peut plus rien faire et que finalement, si on peut limiter les dégâts, on va le faire et que c'est ce qui ressort. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Okay. Alors, est-ce que juste réagir, vous décrire avec vos mots ce que Daniel Gaxi, par exemple, professeur de sciences politiques, a très bien décrit sur le sentiment d'incompétence politique qui est associé à l'abstention. C'est-à-dire que plus on pense qu'on ne sait pas bien ce qui se passe, plus on ne s'autorise pas à aller voter. Et c'est comme ça qu'il explique l'abstention structurelle des jeunes par rapport à tout ce que vous venez d'écrire, ou des classes populaires qui se sentent donc en retrait de la citoyenneté et qui n'osent pas aller voter. Alors, au-delà du commentaire d'Arnaud, est-ce qu'un d'autre des intervenants aurait quelque chose à ajouter avant qu'on passe la parole à la salle? On avait beaucoup d'autres questions avec Léa sur le rapport au travail, les questions d'orientation subie, choisie, etc. Mais on va d'abord peut-être aussi ouvrir le dialogue. Anne, Stéphanie, Tommaso, quelque chose d'autre sur ces questions d'éducation à la citoyenneté, de vote qui vous échappe? Je laisse, après, moi j'ai une chose que je voulais remarquer qui n'est pas encore. Non, bah alors allez-y. Allez-y, Tommaso. Non, avant d'ouvrir, je voulais dire qu'il y a un point dans l'enquête qui, peut-être c'est le point qui plus
m'a fait réfléchir, que je pense que c'est une belle nouvelle pour The Conversation et pour le projet de The Conversation. En fait, l'enquête nous dit que chez les jeunes, à part, comment dire, les personnes de ton entourage, les amis, les personnes que tu as déjà connues, avec le, voilà, qui sont là, qui tu as rencontrées en termes personnels, qui sont les personnes qui plus sont influentes pour t'engager. Et c'est absolument normal. C'est normal qu'un ami à moi ou un témoin qui est passé dans mon quartier m'a dit, ça joue un rôle majeur. Mais à part ça, les figures généralistes, un peu abstraites, les plus légitimes sont les scientifiques. C'est-à-dire que ce qu'on remarque dans l'enquête, c'est que les scientifiques sont les figures plus inspirantes pour l'engagement, qui donnent envie à s'engager par rapport... C'est les premières figures qui arrivent après le cercle des personnes qu'on connaît. Donc, beaucoup plus important que des personnes politiques ou des leaders d'associations, etc. Et ça nous donne une responsabilité énorme, énorme. Mais pas seulement en tant que scientifique, mais vraiment à des conversations comme un des rares instruments pour faire cette traduction. Car si je parle comme je parle d'habitude, sans doute, je ne suis pas inspirante. Tu nous mets la pression là un peu quand même. Hein. Oui, donc je commence un peu dur. C'est une bonne nouvelle pour The Conversation et pour Sciences Po aussi. Donc voilà, sur ces bonnes nouvelles, on va ouvrir les dialogues à la salle. Sur toutes les questions, aussi bien auprès du cabinet Georges qu'auprès des chercheurs qui sont présents. J'ai une question tout au fond de la salle. Si vous pouvez peut-être donner votre nom. Bonjour, Sam Lefebvre. Alors, j'ai plusieurs questions, mais je vais en poser qu'une pour l'instant. Très bien, parfait, merci beaucoup, je suis ravi. La première, je l'adresse à Stéphanie. Vous parliez tout à l'heure du vote et de l'accès à l'information, et le fait que les personnes qui ne votent pas sont parce qu'elles n'ont pas d'information, si je résume grossièrement. Enfin, globalement, c'était un petit peu une avancée sur le modèle du déficit, et que si on n'a pas d'infos, on ne vote pas. Sauf qu'on sait aujourd'hui que ce n'est pas les personnes les plus informées qui votent le mieux, ni les personnes les plus informées qui votent tout court, et qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas informées qui votent, peut-être des fois à tort, j'en sais rien, on n'est pas là pour discuter de ça. En tout cas, voilà, j'étais très intrigué par ça, et le fait de voter en pleine conscience, parce que quand on voit les répartitions des votes aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne votent pas en pleine conscience. Donc voilà, le parallèle entre vote et information me questionne énormément, donc peut-être on peut repréciser ça pour la première question. Voilà, Stéphanie, allez-y. Je vous remercie pour votre question. Alors, ce n'est pas une question d'accès à l'information, parce qu'on n'a jamais eu autant accès à l'information qu'actuellement. Mais c'est plutôt une question d'avoir accès à une information pluraliste et qui touche à tous les aspects, c'est-à-dire l'information la plus exhaustive possible, en respectant les codes de déontologie et d'éthique du journalisme, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Et surtout, en fait, les jeunes le ressentent, c'est-à-dire que la plupart du temps, j'ai interrogé de 2017 à 2021 les personnes qui s'étaient détournées justement du traitement médiatique, et il y en a certains effectivement qui refusaient de voter, parce que finalement, les médias, pour eux, confondaient les faits et les opinions. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un raccourci fait par ces personnes qui refusent le traitement médiatique actuel. Mais quand je parlais de la bonne information, c'est d'avoir une information qui, en fait, respecte un traitement informationnel déconstruit pour reconstruire l'information de la manière la plus objective et la plus exhaustive possible. Et ça passe par un accès à l'information et à une connaissance aussi de la manière dont est traitée l'information. Et actuellement, les jeunes, même s'ils ont une éducation aux médias assez... on va dire, assez théorisé par le Clémy. Il y a quelques interventions au sein de l'école secondaire et l'école primaire. Les jeunes ne comprennent pas en fait la manière dont est mise en forme l'information. Et c'est pour ça qu'actuellement, il y a énormément de raccourcis faits par les personnes qui se détournent de cette information en confondant les faits et l'opinion. Parce que finalement, ils ressentent la subjectivité du journaliste dans le traitement de l'information. Typiquement, ils voudraient effectivement, quand ils ont une information, un fait, avoir la contextualisation, l'historique de l'information et l'intégralité
de ce pourquoi finalement le fait est là, ce qui n'est pas actuellement effectué dans le traitement médiatique parce qu'on a des contraintes économiques et des contraintes liées à l'instantanéité du traitement journalistique qui effectivement fait partie des biais actuels informationnels. Mais en tout cas, c'était ce pourquoi j'insistais sur le fait que pour voter, il faut avoir une bonne information et être informé en pleine conscience, c'est-à-dire avoir tous les aspects d'une information et pas seulement finalement réduire une information politique à un débat télévisé, ce qui ne permet pas aux gens d'avoir tous les aspects d'une même information. Je crois que vous aviez une deuxième question. Oui. Merci. La deuxième était plus sur la remise en perspective peut-être historique justement de l'étude. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain et je pense que vous le savez encore mieux que moi. Et du coup, je me demandais s'il y avait moyen de mettre en lien les résultats de cette étude avec des études qui ont été faites auparavant, parce que je pense qu'on n'est pas les premiers à se demander mais quel est l'engagement des jeunes aujourd'hui. Et du coup, si on avait une perspective là-dessus. Merci. Il n'y aura pas de troisième question. Non, sur le plan historique, c'est vrai qu'il y a des variables sur l'engagement, c'est effectivement qu'il y ait des événements qui vous engagent. C'est-à-dire qu'au moment du CPE, par exemple, ça a été une entrée en politisation des jeunes. Et donc là, on peut se demander, avec le Covid, plus les manifestations qui étaient sur les retraites, ce n'était pas vraiment très mobilisateur pour les jeunes, même si certains venaient, mais enfin quand même, on était beaucoup des têtes grises. S'il n'y a pas eu assez d'événements politisants. Donc il y a forcément une forme d'historicité qui intervient dans les formes de politisation. Bon, de même que si c'est pendant une guerre, c'est beaucoup plus évident que les clivages entre résistants et collaborationnistes sont beaucoup plus forts qu'en temps de paix où effectivement on peut être indifférent, quoi. Donc ça, c'est effectivement pas pris en compte. Et c'est vrai que si on refaisait cette enquête dans 10 ans, ça pourrait déjà apporter de l'information. Mais là, moi, je me demande, à part sur la variable qu'on a, sur le bonheur et l'espoir, encore que là, il y a quand même eu un travail qui a été fait par un sociologue qui prouve que quand même dans les classes populaires, l'avenir, enfin, comme Nicolas Duvou appelle ça l'avenir confisqué, c'est-à-dire que peut-être que dans certaines classes, l'avenir est ouvert, mais dans d'autres, il est beaucoup plus fermé, quoi. Donc c'est vrai que le rapport à l'avenir, la capacité à se projeter dans l'avenir est quand même aussi très très liée à la classe sociale, et on n'a pas beaucoup évoqué dans les réponses les différentiels par rapport aux classes. Alors, on va laisser le cabinet Georges répondre sur tous ces points-là. Vous pouvez m'appeler Dominique. Deux choses. D'abord, peut-être simplement en termes de bibliographie, si vous avez envie d'avoir d'autres éléments de référence. Il y a une étude qui a été faite par BVA et qui a donné lieu à une publication d'Anne Muxel et Adélaïde Zulfikar-Passy qui s'appelle « Les Français sur le fil de l'engagement », où vous trouverez des informations sur l'engagement avec un angle générationnel et où les générations sont comparées les unes aux autres. Et également une étude qui a été faite il y a 2 ans et publiée par l'Institut Montaigne, oui, qui s'appelle « Une jeunesse plurielle », où sont interrogés 8000 jeunes. Et donc, on a, avec Sciences Po, où on a donc de la granularité beaucoup plus que nous n'en avions aujourd'hui sur notamment les éléments de classe sociale, et où il y a un échantillon témoin de personnes plus âgées, j'allais dire adultes, mais les jeunes sont adultes, pour permettre également de répondre à ces questions. Je crois que, je ne sais pas s'il n'y a pas d'événement pour entrer en politique aujourd'hui. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y en a trop. Et que ce que vous évoquiez, qui était la multiplicité des causes et la difficulté à identifier dans l'offre politique des gens qui correspondent à l'ensemble des causes auxquelles chacun est sensible, a beaucoup à voir avec ce dont nous parlons. C'est-à-dire que nous composons, dans ce domaine-là comme dans beaucoup d'autres, une espèce d'opinion à la carte très personnalisée. Vous parliez d'informations personnalisées et il est donc extrêmement difficile de se reconnaître entièrement dans une offre politique. Et je pense que les débats récents que nous avons eus autour de tout un tas de sujets témoignent de la difficulté à l'intérieur même des partis politiques à arriver finalement à une homogénéité sur l'ensemble des sujets sur lesquels ils sont sollicités. Donc moi je pense que ce qui ressort de tout ce que vous dites et que je trouve extrêmement intéressant d'ailleurs, merci, c'est aussi que peut-être c'est une génération qui est habituée à une information personnalisée, à une consommation personnalisée, à des traitements personnalisés dans tout un tas de domaines, et que l'offre politique par définition elle est collective.
Et probablement, il y a là une surface de projection qui est un petit peu compliquée pour elle. Georges, 3 choses. Des enquêtes sur l'engagement, il y en a de plus anciennes, mais elles sont très focalisées sur le vote. Et c'est justement très intéressant de voir qu'aujourd'hui, on s'interroge de manière beaucoup plus large sur cette question d'engagement. On n'a pas beaucoup d'antériorité, donc ça, malheureusement. Donc il y en a beaucoup sur le vote. Il y a plein d'éléments d'explication depuis longtemps. Vous en retrouvez toutes les enquêtes. Allez à la bibliothèque à Sciences Po, vous trouvez plein de choses. Deuxième chose, aujourd'hui, justement, ça dit le fait qu'on se soit interrogé de manière un peu spécifique sur cette question-là et sur cette cible-là, dit quelque chose de l'époque. C'est-à-dire que là aussi, en général, quand vous regardez les sondages d'une époque, ils sont assez révélateurs des questions qui se posent réellement. Les sondeurs sont parfois à côté de la plaque, mais là, c'est le cas. Et puis, troisième chose, elle est originale. Vous ne trouverez pas beaucoup de références parce qu'elle a été faite de manière formidable avec The Conversation. Juste, Dominique évoquait Anne Muxel. On a demandé à Anne Muxel justement de faire une remise en contexte de cette étude. Il y a un papier qui a été publié sur The Conversation lundi. Et il y avait eu d'autres articles de la même chercheuse à l'occasion des élections présidentielles. On peut vous inviter aussi sur l'engagement à lire les papiers de Patricia Loncle et de Tom Chevalier qui ont aussi participé à un ouvrage sur la jeunesse engagée. Je me permets de rebondir sur ce que vous dites, avec lequel je suis en 100% en phase. Je voudrais justement remettre ça en perspective avec notamment les travaux d'un sociologue français, Danilo Martuccelli, qui me paraît un des sociologues contemporains français qui est le plus à même d'essayer de réfléchir à cet enjeu qui est comment se définit une société individualiste de masse. Parce qu'on est, en effet, on appartient à des collectifs et en même temps, on est profondément individualiste, mais pas au sens égoïste, mais au sens où, effectivement, on aspire à des choses qui sont de l'ordre de l'épanouissement personnel. C'est pour ça qu'ici, c'était très important, le cadre relationnel au travail. Voilà. Et il me semble que les jeunes sont particulièrement à devoir se poser cette question de comment on fait à la fois du collectif, tout en préservant quelque part ce qui est soit son aspiration à être, etc. Et une fois de plus, être individualiste de ce point de vue, ça ne veut pas dire être égoïste, pas du tout. Au contraire, c'est justement comment concilier les deux. Et effectivement, je pense que là, il y a une vraie tension entre ce que je disais déjà tout à l'heure un peu, les partis qui par définition sont des généralistes, sont des constructeurs de collectifs généralistes pré-mobilisables, c'est vrai aussi pour les syndicats, et des aspirations plus à être capables de se mobiliser pour des causes. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'on est plus dans quelque chose qui relève de la capacité à se mobiliser ponctuellement pour certaines causes et après de se replier plus sur les engagements locaux et puis le bonheur privé, etc. Et à cet égard, il y a un politologue américain qui faisait la distinction avec, je vais le dire en anglais, non pas par snobisme, mais parce qu'il y a un jeu de mots qui s'entend mieux en anglais qu'en français. Il disait, voilà, traditionnellement, la mobilisation, ça concerne les collective actions. Et il dit, ce que les nouvelles générations, les réseaux sociaux favorisent, ce sont les connective actions. Et les actions connectées, qui ne sont pas les actions collectives, c'est justement le fait d'être capable, sur certains points, à certains moments, de faire en sorte que des gens qui ne se connaissent pas forcément, parce qu'ils ne militent pas dans un parti depuis toujours, ils font les réunions du parti, etc., puissent ponctuellement, sans se connaître préalablement, mais grâce à la puissance de toutes les plateformes, etc., aller se mobiliser sur telle ou telle cause, et puis... une fois que la cause est finie, on ne continue pas, on ne transforme pas ça en un collectif en action. Alors, on a justement vu ces exemples-là, je pense, avec les mouvements Occupy Wall Street, Nuit debout, et d'une certaine façon aussi les Gilets jaunes, d'ailleurs. Sur ces questions des... Oui, pardon, j'allais justement dire, est-ce que sur ces questions, il y avait des questions? Donc, je vous en prie.
Merci. Des questions, il y en a beaucoup. Moi, il y a quelque chose sur la question de l'engagement qui me semble important. C'est la tension justice-injustice dans laquelle il faut être. Et quand vous nommiez le défi anthropologique, il y a à peine 20 ans qu'on a une connaissance mondiale pour se situer dans ce qui est juste et injuste, et qu'on en a une information directe. Et ça, c'est une vraie transformation qui m'interroge sur le fait de est-ce qu'on n'est pas plus sensible à la question de la justice et de l'injustice aujourd'hui, parce qu'on a tout un tas d'informations qui nous permettent de nous situer. La deuxième question, sur la question de l'engagement, sur les 15-25 ans, c'est une génération qui a grandi dans un climat politique d'injonction à l'engagement. Comment vous avez fait le pont dans une société qui invite plus ou moins fortement, plus ou moins sympathiquement, au service civique, au SNU ces dernières années, et qui vient formaliser formaliser la place et le rôle de l'engagement, ce qui est paradoxal en fait. L'engagement, il est censé nous libérer et pas rentrer dans les cases de la société. Merci beaucoup pour vos deux questions. Je ne sais pas ce que nos trois étudiantes ici présentes et donc intervenantes en fait souhaiteraient répondre peut-être, parce que vous êtes directement concernées là. Est-ce que vous avez ressenti une injonction à l'engagement et à l'injustice? Je ne sais pas si c'est une injonction ou si c'est plus une question de survie. Parce que finalement, pour beaucoup de questions, si on ne s'engage pas, on se sent en danger et on a l'impression que notre avenir est en péril. Par exemple, nous, sur la question d'égalité des chances, on sait que si on ne s'engage pas assez vite et de façon concrète, on se retrouve avec une orientation subie. Si on ne se tourne pas vers des associations ou autres pour nous aider à choisir nos voies académiques et professionnelles, on se retrouve très vite dans une orientation forcée qui ne nous correspond pas. Et je pense aussi que peut-être avec la génération de nos parents qui étaient indignés pour des choses qui ressemblent aux nôtres, mais qui se recroisent quand même. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la santé mentale et du fait que l'anxiété, la dépression et d'autres troubles ont augmenté avec notamment le confinement et l'isolement. Et oui, en fait, par exemple, parler de santé mentale, c'est une question de survie. On est obligé de parler du fait que parfois ça ne va pas, parce que si on n'en parle pas et qu'on le silencie, nos employeurs vont pas le savoir, nos professeurs vont pas le savoir, et on va être catégorisé, alors qu'on est obligé d'en parler parce que sinon on met nos vies en péril finalement. Ouais, je pense qu'en fait c'est pas une injonction dans le sens il faut que tu t'engages, il faut que tu fasses ça, mais c'est plus une injonction, c'est plus un engagement comme réaction au contexte global, parce que quand on voit ce qui se passe autour, c'est un peu l'impression de soit on le subit, soit on essaye d'agir dessus. Et du coup, voilà, c'est sur la santé mentale, c'est sur l'environnement, sur les droits des minorités, c'est sur beaucoup de choses. C'est un choix d'agir parce que c'est aussi ce qui donne du sens à notre vie. Enfin, moi, en tout cas, je sais que c'est ce qui donne du sens à ma vie. Et agir pour les causes, ça permet d'avancer et de contribuer à un monde un peu meilleur, je pense. Juste un mot sur ce que vous disiez sur l'injustice. Je pense que vous avez parfaitement raison, parce que je vais très vite, mais quand vous voyez un crime raciste par un policier américain avec George Floyd, c'est filmé par un téléphone d'un citoyen ordinaire qui le met sur les réseaux sociaux, qui se met à circuler et qui circule partout dans le monde et qui suscite évidemment beaucoup plus fortement l'indignation que la simple information qui consisterait à dire « il y a eu quelqu'un qui est mort et le policier aurait
aurait mis son genou sur le cou. Enfin, vous voyez, c'est le oui-dire, ouais, mais on n'est pas sûr, etc. Vous avez les images, elles parlent d'elles-mêmes, comme dirait l'autre, et elles sont d'une extrême violence, et ça vous provoque un choc. Et donc, évidemment, et ça rejoint les aspects émotionnels, hein, et je crois que, je vous donne peut-être la parole là-dessus, justement, c'est que le militantisme, j'allais dire par la cause, est aussi un militantisme en réaction émotionnelle face à ce qui choque, etc. Donc je pense que vous avez parfaitement raison sur ce point. Je voudrais ajouter à ce que vous venez de dire que si c'est plus les images qui choquent, c'est peut-être parce que les discours n'ont jamais été entendus. Par exemple, sur la question des violences policières, on a souvent démenti le récit des victimes et de tout ce qui était autour des victimes, et que c'est pour ça que finalement, aujourd'hui, on réagit par les images et qu'on a besoin de ces images-là pour défendre ce qui se passe réellement, parce que pendant trop d'années, il y a eu des négations de ce qui se passait, et que finalement, c'est pour ça aussi que je ne sais pas si je dirais les jeunes ou tout simplement les minorités, créent leurs propres médias et sortent du média traditionnel, parce que le média traditionnel a toujours contredit leur version des faits. Et c'est tout ce que je voulais dire. Je ne sais pas si vous avez entendu. Stéphanie, je peux même rajouter un point là-dessus. Vous avez des jeunes, notamment des jeunes, qui se mobilisent d'une façon un peu inédite, c'est-à-dire qu'ils font un peu œuvre de journaliste, c'est-à-dire qu'ils se disent, dans certains événements, sur certaines manifestations, je viens pour tourner et faire que les images circulent. Donc ils viennent documenter les éventuels débordements qu'ils peuvent avoir, on l'a vu chez les Gilets jaunes, etc. Et donc c'est une forme d'engagement, c'est simplement de venir filmer pour que personne ne puisse nier et qu'on puisse documenter les éventuels dérapages, etc. Oui, peut-être juste un mot de Stéphanie avant sur cette question de l'information. Peut-être juste préciser aussi qu'effectivement, on a une forte considération pour les injustices actuellement, parce que ce qui se passe aussi, c'est qu'on n'a plus d'intermédiaire forcément pour faire passer une information. Donc effectivement, il y a des informations qui ne seraient pas forcément passées par le filtre médiatique, qui sont postées sur les réseaux sociaux numériques. Alors même si effectivement on est habitué aux images avec les réseaux sociaux numériques, et notamment avec TikTok et Instagram, il faut quand même rappeler qu'il y a certaines informations qui sont considérées par la population comme des injustices, mais qui n'ont pas forcément d'image. Et il y a des personnes qui vont se battre pour ces causes-là. Donc effectivement, d'un côté, on a des images qui vont amplifier ce phénomène et ce sentiment d'injustice, mais en même temps, certaines personnes qui sont dans leur bulle informationnelle ont accès aux informations qui les intéressent. Je pense notamment à des pays auxquels on n'a pas forcément de liberté des médias, et donc effectivement vont s'informer par l'intermédiaire d'individus qui sont devenus des médias individualisés à part entière, comme le sont certains créateurs de contenu, mais en même temps, tous les usagers peuvent être médias à un instant donné en diffusant une information. Et c'est ça aussi qui crée aussi, je pense, un fort attachement des jeunes aux causes et non pas seulement à l'engagement au sens propre en termes de vote ou en termes d'implication dans des associations. Ça fait réagir. En tant qu'historienne, c'est vrai que quand même, je ne suis pas convaincue quand même qu'avant, il n'y avait pas de cause. Et d'autre part, ça fait quand même 40 ans qu'on dit que les formes d'engagement ont changé, que les gens ne veulent plus se mettre dans des partis politiques, qu'ils ont ce que un chercheur, Jacques Yon, appelle un engagement post-it, c'est-à-dire qu'on peut déplacer, qui est très flexible, etc. Donc c'est vrai que c'est toujours l'impression qu'on a quand on est historienne, c'est que tout d'un coup on vous dit qu'il y a des nouveaux. Alors effectivement tout ce qui est technologie ça change beaucoup, mais je pense qu'aussi on avance à pas de colombe et qu'il y a des temps longs en fait qui fait que ça fait déjà un bon moment que les gens sont tournés plus vers les causes que vers des partis. Ça fait longtemps que les partis sont désertés, donc voilà. Voilà. Et donc oui, je voulais citer une étude qui a été fait par l'INGEP et qui s'appelle Génération désenchantée, jeunes et démocratie, et où ils disent effectivement qu'ils pensent plutôt que c'est une génération qui est à la fois altruiste et critique. Parce que ça recoupe assez vos études altruistes, mais l'aspect critique est quand même aussi peut-être plus important dans leur étude. Oui, bonsoir. Moi, je voulais intervenir. J'étais assez d'accord avec ce que disait le monsieur à droite tout à l'heure. Je trouve que, alors moi j'ai 27 ans,
Je trouve qu'il y a une injonction aujourd'hui à l'engagement pour les jeunes, et même moi je le sens encore, que ce soit partout, que ce soit. Alors la politique, en effet, le premier argument, c'est de dire qu'on ne se sent pas représenté, donc on ne s'engage pas. Mais ça peut être aussi dans le couple, ça peut être au travail, où on n'a pas envie de s'engager dans un CDI parce qu'on a peur d'être bloqué, et de s'engager droit dans un tunnel, où on a envie de faire plein d'expériences, où on a envie de favoriser le temps libre plutôt que de gagner beaucoup d'argent. Enfin, il y a plein de changements à noter. Et je trouve que l'engagement a... Je ne sais pas trop si c'est le bon terme en fait pour parler plutôt d'un alignement de valeurs, je trouve, de la part de cette génération, la volonté de se définir elle-même et qu'on ne le fasse pas à sa place. Et aussi, c'est pour ça que je pense qu'ils cherchent leurs propres médias et leurs propres moyens d'expression. Et peut-être une question de croyance, alors pas de croyance forcément religieuse, mais une croyance dans quelque chose qui leur tient à cœur. Et peut-être que ça pourrait aussi être en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur l'amitié. Moi, je pense qu'on croit ses amis avant tout, parce qu'on a confiance. Et c'est ça qui nous pousse à suivre leurs idées, à échanger, à débattre, à innover, à faire plein de projets. Et voilà, je trouve que l'engagement aujourd'hui, il est très anxiogène en fait comme terme pour cette génération, parce que justement, il met dans des cases. Voilà, c'est mon point de vue. Merci beaucoup. Peut-être avant de faire réagir encore quelques petites autres questions. 1, 2 et 3 ici. C'est vous ? Ah, c'est vous. C'était moi. Écoutez, bonsoir. Je m'appelle Laurence Féjambaume et je suis très très intéressée par tout ce qui a été dit. Alors moi j'avais une boutade et au moins une question. Alors la boutade, c'est que effectivement cet attachement aux scientifiques me fait penser à un tout petit texte que j'ai lu cette semaine qui dit que tous les films catastrophes américains en tout cas ont comme point de départ un chercheur qui n'a pas été entendu. Donc peut-être qu'il n'y aura plus de films catastrophes, alors si vous êtes écoutés. Sinon, de manière plus sérieuse, je suis tout à fait intéressée par ce qui a été dit ce soir, mais je m'interroge sur le fait que cela ne concerne que les jeunes de 18 à 25 ans. Parce qu'en fait, beaucoup des transformations apparentes et les vagues de fond qui ont été soulignées me semblent correspondre à des gens plus vieux aussi. Et même si le sujet ce soir a été très clairement évoqué, il me semble que ce qui en a été dit pourrait sans doute déborder sur les générations précédentes. Et donc, je voudrais m'entendre confirmer ou infirmer ce que je dis maintenant. Et quant à l'injonction de l'engagement, il est vraiment effectivement très prégnant. J'en veux pour preuve la grande publicité du gouvernement qui me met en transe, même si pour le coup je me suis engagée et je continue dans énormément d'associations. C'est globalement engagez-vous toutes les 5 minutes. Il y a soyez bénévole pour ceci, soyez bénévole pour cela. Et autant être bénévole me paraît indispensable et c'est un choix de vie, autant cette injonction-là me vrille les nerfs à chaque fois. Donc j'imagine que pour les plus jeunes, ça doit être pire encore. Voilà. Oui. Donc, Dominique, sur cette remise en perspective par rapport aux autres générations, est-ce que vous avez des éléments ? Oui, effectivement, on met une barrière artificielle à 25 ans et la réalité est infiniment plus subtile et il y a un continuum. Il ne reste pas moins qu'il y a, on l'a évoqué, des effets de génération, il y a des effets d'âge et puis c'est un peu ce que vous dites aussi, il y a des effets d'époque. Et les mutations technologiques, l'actualité, un certain nombre de paramètres affectent toutes les générations au même moment et peuvent aboutir à ce qu'il y ait des choses communes, heureusement, entre toutes les générations. Donc je pense que la tendance à la personnalisation que nous avons décrite, une forme de désarroi par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire, parce que finalement, ce que j'ai entendu, notamment dans la bouche de ces jeunes filles, c'est l'idée qu'il faut faire quelque chose, qu'on ne peut pas rester impuissant, ce qui rebondissait avec ce que vous disiez, monsieur, sur l'idée de prendre la main, maîtriser, essayer d'être actif, d'être dans une forme d'action par rapport à tout ça. Ça n'est pas absolument spécifique à cette génération. Je pense que ce qui est très différent, c'est qu'être rentré dans la vie adulte, dans cette période, avec ces conditions d'information, avec ces conditions d'inquiétude, avec ces conditions de mobilisation, c'est peut-être pour ça qu'on s'intéresse aux plus jeunes, ça donne aussi à penser
qu'ils sont aux avant-postes d'une certaine manière d'un changement sociétal qui va se prolonger. Je vais essayer d'être claire. Ce ne sont pas pour eux des modifications qui viennent s'appuyer sur des structures préexistantes, c'est la structure même de leur rapport au monde qui est conditionnée par ce que nous vivons. Donc je crois que c'est quand même assez différent. Pardon. Merci beaucoup, Dominique. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres personnes qui réagissent. Oui, madame. Merci beaucoup et bonsoir. En lien avec ce qui a été dit sur les connective actions, mais aussi sur cette injonction à l'engagement, je me posais tout simplement la question de la fidélité des engagements, ou en tout cas de la place de la fidélité dans les engagements évoqués, donc à travers la fidélité, plutôt la pérennité de ces engagements, puisque voilà, je me pose la question de leur valeur dans le temps. Ça, c'était une première question. Et la deuxième, qui a été aussi un petit peu évoquée tout à l'heure, la question du regard, en tout cas de la place des préoccupations d'ordre, on va dire, métaphysique, qu'elles soient philosophiques, spirituelles ou religieuses, dans les moteurs d'engagement de ces jeunes. Voilà les deux questions. Merci beaucoup. Je sais pas, est-ce que peut-être Anne, vous voulez répondre, ou un autre de nos chercheurs, ou peut-être une de vous trois? Je veux bien dire quelque chose là-dessus, mais en fait, justement, c'est tout le problème des connective actions, c'est que, la logique profonde, historique, on va dire, c'est que, ce que disait ma collègue historienne, on sait le poids dans des générations de certains événements, la guerre d'Algérie, le ceci, le cela, etc., dans le fait que ça déclenche quelque chose, une indignation, un sentiment d'injustice, etc., une politisation, une conscientisation politique, comme on dit, et ça déclenche des choses. Et tous les politiciens, ils vous disent, moi, c'est là que j'ai pris conscience, c'est là que je me suis engagé, etc., etc. Là, et du coup, du fait, la cause, c'est pas nouveau, je suis bien d'accord. D'ailleurs, dans les années 70, il y avait tout le mouvement des nouveaux mouvements sociaux avec Alain Touraine, avec Melucci, etc., qui reposaient sur l'idée qu'il y avait des nouveaux défis, la cause féministe, la cause homosexuelle, enfin bref, voilà. Mais ce qui me paraît plus nouveau, disons, sur ces 20 ou 20 dernières années, et de fait que pour les jeunes, c'est en héritage, ça. C'est pas. Effectivement, il y a des conditions structurelles et eux, ils ont ça en héritage. C'est que la tendance est effectivement à se dire bon, je peux me mobiliser sur quelque chose et je n'ai plus forcément le mouvement qui existait avant, qui est maintenant que j'ai été mobilisé, que je suis conscientisé politiquement, enfin je deviens conscientisé politiquement, et je trouve comme débouché l'engagement dans le syndicalisme ou dans le parti pour prolonger la lutte en quelque sorte et devenir, à partir d'un événement, d'une conscientisation ciblée, de devenir un généraliste de l'engagement, si vous voulez, de la cause, des causes, etc. Et effectivement, je pense que ça pose la question non pas d'une fidélité à la cause, au sens je continue à croire à la nécessité de défendre le droit des femmes, le droit des minorités, l'environnement, etc. Mais par contre, ça peut vouloir dire un engagement au sens très concret de faire quelque chose. Je l'ai fait à ce moment-là, parce que là, il y avait vraiment quelque chose, telle manifestation, telle occupation, etc. Il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas dit, ça c'était évoqué, c'était au moment de la première question, là-bas au fond. Il y a une montée en puissance qui a été très identifiée par les politistes depuis 25 ans, on va dire, qui est la montée des formes d'engagement sur des formes dites non conventionnelles d'engagement politique. Par exemple, les boycotts. Par exemple, les occupations. Chez les jeunes, occuper, par exemple, une usine qui polluerait, etc., c'est beaucoup plus toléré que dans les générations précédentes où quand même c'est la propriété privée ou ce genre de choses. Donc il y a une montée en puissance de la légitimité, de la reconnaissance aussi des formes non conventionnelles d'action politique. Voilà. Et donc la fidélité, c'est on reste à la cause, mais par contre on ne crée pas forcément une fidélité des militants qui s'entretient après dans une autre organisation qui serait une organisation plus structurelle. Merci Arnaud. On n'a plus beaucoup de temps, donc on va encore prendre quelques questions. Je crois qu'il y avait
Oui. Vous tout au fond, merci. Oui, tout à fait. Bonsoir, donc Nour Chaillet. Je me permets du coup, vous avez partiellement répondu à ma question, plutôt à mon interrogation. C'était au sujet notamment de l'engagement, donc avec tout ce qui a été dit. C'était vraiment le fait de comprendre qu'aujourd'hui, il y a énormément de jeunes, malgré tout, qui restent énormément engagés, qui sont engagés et qui s'engagent d'ailleurs de plus en plus, de par leur sensibilité, du fait que voilà, il y a d'autres formes d'engagement qui prennent le pas aujourd'hui, qui ne sont pas forcément celles qu'on attend de nous aussi. Est-ce que justement vous diriez que l'engagement aujourd'hui est quelque chose de mal vu, l'engagement des jeunes est quelque chose de mal vu lorsqu'il n'est pas conforme à ce qu'on attend de nous. C'est-à-dire que j'ai l'impression, dans ce qui est renvoyé par les institutions, par les politiques, mais aussi par les médias mainstream, que lorsqu'un jeune est engagé, lorsqu'il n'est pas engagé dans la bonne forme, c'est finalement quelque chose qui est mal vu. Voilà. Et peut-être une autre question qui était sur la à qui était destiné finalement aussi ce rapport. C'était quelque chose qui m'intéressait. Merci. Tommaso, vous souhaitez commencer à répondre? On va laisser répondre nos intervenants et ensuite Fabrice, on te laissera conclure parce qu'on doit aussi libérer la salle sous peu. Voilà. Je pense que sur beaucoup de choses qui ont été dites, et je suis d'accord, etc., il se pose un peu une question de langage. C'est-à-dire que, reprendre ce qu'elles ont dit, ils ont dit, pour nous, c'est une question de survie. Je pense que le problème n'est pas l'engagement, le bénévolat, la pérennité. Il faut revenir un peu à l'enquête. L'enquête dit ce qui fait l'importance, c'est une logique d'aide et une logique du temps dédié. Et je trouve qu'on a un peu trop forcé le langage pour y mettre dedans d'autres choses. Je vous donne un exemple. On revient sur la question du rapport entre générations. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique sur cette génération? Est-ce qu'il y a un rapport particulier aux politiques? Pour moi, ça passe beaucoup par le langage. Alors, par exemple, moi, j'ai passé du temps dans une association, dans un groupe informel de quartier lié à une association qui s'appelle Utopia 56 pour héberger la nuit, toutes les nuits, de personnes différentes qui étaient à la rue. Ce qu'on voyait, c'était par exemple des personnes plutôt âgées, en fauteuil roulant, donc avec un handicap fort, qui n'arrivaient pas à dormir à la rue, qui avaient besoin d'un petit, et qui trouvaient un petit hébergement dans une salle de réunion associative. Et en fait, c'était beaucoup de jeunes, entre 16 et 20 ans chaque nuit, pour gonfler un matelas qui était vraiment pas adapté aux personnes qu'on allait accueillir. Ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais entendu parler dans le débat, scientifique, politique, sur l'immigration, religieux, ce cas particulier, c'est-à-dire de ce type de personnes, de quoi on parle lorsqu'on parle de certains immigrés fragiles qui dorment à la rue et de l'association qui s'occupe de leur trouver un hébergement la nuit et personne n'est content de ce qu'ils font. Ils savent très bien c'est une logique de mal mineur. Alors, il y a une distance trop forte de langage entre ce qui est fait et ce qui est dit, entre ce qui est fait et ce qui est représenté. Et à mon avis, par rapport aux générations précédentes, même si le féminisme a posé la question des mots, c'était une question des mots et des termes conceptuels, même si je trouve qu'aujourd'hui c'est généralisé et c'est très important, et que le fait qu'on ne part pas sur le registre sur lequel ils nous veulent porter, ça fait distance. Merci beaucoup, Tommaso. Peut-être la question était aussi sur à qui était destinée l'étude. Donc je ne sais pas si Fabrice, peut-être tu voudrais
répondre à cette question. L'étude, elle est destinée à tout le monde. Elle est destinée vraiment pour informer. Moi, je retiens quelque chose que je trouve intéressant parce que je trouvais que le dialogue entre chercheurs et étudiants est très, très riche. Et si on veut en tirer une espèce d'enseignement un peu, j'allais dire, traditionnel, on pourrait dire, tiens, ce qu'on remarque, c'est une défaillance énorme de l'appareil public et de l'appareil politique. Mais la vraie question, en fait, c'est est-ce que l'engagement tel qu'on est en train de le redéfinir, tel que les jeunes sont en train de le redéfinir, doivent s'inscrire vraiment dans cet appareil politique et public? Est-ce qu'il ne faut pas réinventer la notion d'engagement, ce qui pourrait être une deuxième étude de Conversation? Voilà. On doit rendre... Voilà, ce sera ton mot de conclusion. Écoutez, merci. En tout cas, merci. Non, mon mot de conclusion, c'est de remercier tout le monde, remercier les étudiants, remercier les chercheurs, vous remercier. Et puis à la prochaine fois. Merci. Au revoir. Merci Sciences Po, merci la Maison de la Conversation. Merci. Sciences Po.